quand tu te dis ok, je suis dans un univers avec des arts martiaux, on est en Afrique, il y a la jungle et tout, et là bam, je suis pas très fan de dessin, il y a beaucoup de gens que ça choque quand je le dis, j'aime pas dessiner, c'est pas ma passion. Et je suis conteur plus que mangaka, c'est pas le terme qui me convient le plus. Tout à l'heure t'as dit on est metteur en scène et je suis très d'accord avec ça. Je gère la lumière, le cadrage, les personnages, le chara-design, le rythme. Netflix, si vous m'écoutez. Si vous êtes fan de cinéma, de pop culture, de narration, n'hésitez pas à vous abonner à Anakaland qui vous amène le meilleur du contenu. Salut et bienvenue sur Anakaland pour le tout premier podcast de la chaîne. Je suis allé à la rencontre de Louis, auteur mangaka français, qui va nous parler de lui, de son œuvre et de sa façon toute particulière d'appréhender la narration. Merci d'avance pour votre visionnage et c'est parti. Salut Louis. Salut Tiff. Bienvenue sur Anakaland. Merci de nous accueillir dans ton petit monde, dans ton atelier de créatif. Merci. Donc on va commencer tout simplement, si tu pouvais peut-être rapidement te présenter pour ceux qui te connaissent peut-être pas encore. Et bien avec plaisir, moi Louis, dessinateur de manga, ça fait maintenant 5 ans que je fais ça professionnellement. J'ai commencé en auto-édition avec une série d'histoires courtes qui va être inspirée de contes et légendes ouest-africaines. Donc tout le monde connaît un petit peu Red Flower Stories. C'est des histoires que j'écrivais en indépendant. Et j'ai été repéré par Glénat par la suite pour faire une nouvelle série inspirée de cette même univers, de ces mêmes légendes de mon enfance qui se passe en Afrique, hein, c'est Red Flower. Et donc c'est mon projet le plus actuel qui est prévu en 5 tomes. Donc Et justement c'est dans l'actualité puisque là dans quelques jours après que la vidéo sorte, le 22 janvier, ouais. Y a le tome 2 qui sort. Voilà, finalement. Oui, parce qu'apparemment, du coup, il y a eu des petites péripéties à ce niveau-là, si on peut en parler peut-être déjà maintenant. Carrément. On l'attendait, hein, ce tome, il a eu du retard, il était annoncé pour la fin de l'été, et là, il va sortir pour Angoulême, donc avec presque 6 mois de retard. Et celui-là est sorti en juin 2023, Red Flower, ça date déjà de 2023. Donc le 2 était censé sortir à peu près un an après. Voilà, c'est sur quoi j'avais misé au début, et puis après, la vie a pris le dessus, et j'ai beaucoup appris. Après, ce que j'ai dit dès le début avec ce tome, c'est que cette série plutôt, c'est que c'était une série apprentissage. Donc je comptais bien essuyer les pots cassés, je comptais bien me former, m'améliorer, apprendre le métier en faisant cette série. C'est pour ça qu'elle fait que 5 tomes. Mais j'ai sous-estimé à quel point il y allait avoir des pots cassés. Mais c'est du taf, tu dis que 5 tomes, mais ça reste beaucoup de taf. C'est relatif après, parce que les séries manga, les lecteurs, ils ont l'habitude que ce soit 20, 30, 40 tomes, mais c'est parce qu'on est sur un format japonais. C'est vrai qu'en France, je trouve que vu notre rythme de parution, vu le système éditorial, etc., je pense qu'il vaut mieux miser sur des séries courtes pour pas faire trop attendre les lecteurs. On n'est pas dans le Shonen Jump à sortir un chapitre toutes les semaines. C'est ça, parce qu'on est seul souvent, hein, ça se fait pas encore de bosser avec des assistants dans le manga français. Et puis après, tout simplement, parce que c'est pas un rythme de vie que moi j'ai envie de pratiquer comme les Japonais, hein, qui n'ont aucune vie sociale. Exemple, voilà, avec Eiichiro Oda, qui est même obligé maintenant de prendre des pauses. C'est ça. Alors que je crois qu'il en a pas pris pendant 25 ans, et là ça fait 2 ans où il est obligé de prendre quelques pauses parce que la santé, en plus il y a eu le coup Toriyama notamment, qui a quand même eu un sacré coup. Et puis Miura et tous ceux qui nous ont quittés trop tôt. Après, moi je pense que c'est des leçons à apprendre de tout ça. J'ai pas envie de me flinguer la santé à sortir une série à un rythme effréné. Donc voilà, ça c'est l'apprentissage que j'ai fait sur le tome 2 aussi, parce que bon, j'ai dit que je voulais pas avoir le même rythme, mais au final je l'ai un peu eu quand même. La différence, c'est juste que moi je faisais beaucoup de salons, beaucoup d'événements, beaucoup de déplacements, beaucoup de dédicaces, beaucoup de rencontres. J'ai fait l'année dernière plus de 200 jours de déplacement sur l'année, en plus de faire le tome, en plus de gérer mon auto-entreprise pour l'auto-édition, etc. Donc c'était quand même un rythme physique extrêmement lourd à soutenir. Et donc le tome 2 a pris du retard aussi pour des raisons de santé, pour des raisons de fatigue, pour des raisons aussi de rythme de dessin. Le tome 2. C'est pour le mieux, parce qu'au final c'est qu'il est fini, il est nickel. Il est nickel, on n'est jamais totalement satisfait. Voilà. Oui, je suis très satisfait. Je sais que ça n'a rien à voir avec le tome 1 parce qu'il y a eu un gros level up niveau dessin, il y a eu un gros level up narratif. Hein, je raconte beaucoup mieux. C'était ça le but. Là, je suis en plein apprentissage. Je vais en parler un peu plus tard justement au niveau narratif. Je pense que le tome 2 va être plutôt pas mal au niveau surprise. Plutôt pas mal, ouais. Plutôt pas mal, mais du coup j'ai appris qu'est-ce que c'est que de maintenir une série en termes de dessin, parce que moi je suis à 10 heures par planche, par page, tout compris, hein, scénario, dessin, crayonné, ancrage, tramage, finition, retouche, etc. Et tout ça tu le fais tout seul? Non, là maintenant que je suis chez Glénat, eux vont s'occuper de la partie poser les textes, mais ça c'est pas forcément un gain de temps, parce que du coup le temps qu'on passe à échanger sur moi j'aurais vu le texte un petit peu plus à droite, parce qu'en plus je suis relou. Alors, finalement, voilà, demi-pixel, voilà.
Donc au final, j'y gagne pas forcément beaucoup plus de temps, mais c'est vrai que du coup, eux vont... là où je gagne vraiment du temps avec eux, c'est tout ce qui va être visuel de promotion, annonce sur les réseaux sociaux, c'est leur taf, ils gèrent ça aussi. Et pour la logistique de recevoir les invitations, parce que je passe énormément de temps par semaine dans mes mails, à recevoir des invitations par les médiathèques, les invitations par les salons. Et donc ça, Glénat, ils prennent en charge une grosse partie de ça. Et donc ça va me faciliter tout ça. Mais donc voilà, 10 heures par planche, 240 planches dans le tome 1. 240 dans le tome 2, on est déjà presque à 500 planches la série. Presque 2500 heures, on va dire. Exactement. Si on avec, voilà. Donc ça fait du boulot. Voilà, en sachant que je peux bosser que 3 jours par semaine, parce que de vendredi à lundi, souvent je suis en déplacement pour dédicacer, donc ça me laisse mardi à jeudi pour avancer le tome. Et donc il faut les faire oui. En un an, quoi. Du coup ça fait le lien parce que justement nous on s'est rencontrés donc en événement parce que tu es très présent sur les événements geeks notamment. Plus, ouais. En même temps c'est comme ça que tu as fait connaître aussi ta marque, tes premiers notamment les Red Flower Story quand tu étais en indépendant. Et du coup ça fait le lien un petit peu avec ma question, c'est qu'est-ce qui a changé entre être 100% indépendant et maintenant d'être édité? Est-ce qu'il y a eu peut-être des contraintes? Est-ce que tu as eu des choix à faire en termes de création? Est-ce que tu as dû te priver ou est-ce qu'au contraire ils t'ont dit ta quartier libre va encore plus loin que voilà, qu'est-ce qui a changé? Donc la bonne nouvelle avec Glénat et pourquoi j'ai accepté de bosser avec eux pour commencer, c'est parce que eux ont vraiment compris mon ambition pour le projet, ma vision pour le projet, parce que j'avais d'autres éditeurs intéressés qui m'avaient proposé des formats qui n'étaient pas forcément cohérents avec ce que je voulais faire. Il y en a un notamment qui m'a proposé 350 pages, full couleur. Je lui ai dit mais je vois en quoi ça pourrait être un bel objet, mais moi je ne fais pas de couleur, je déteste la couleur. Clairement, si tu me proposes ça, c'est que tu n'as pas compris qu'est-ce que je voulais faire avec Red Flower. Glénat m'ont proposé quelque chose de vraiment très cohérent, ont adoré ma vision, avaient lu les stories, avaient aimé mon ambition pour le projet. Et donc leur vision était alignée avec la mienne. Ce qui m'étonne pas trop parce qu'au final, toutes mes séries préférées en termes de manga sont chez Glénat, par grosse coïncidence, hein, parce qu'au début je m'intéressais pas. Influence un petit peu, Alors influence, oui et non, mais en termes de séries préférées, One Piece, Akira, Dragon Ball, Gun, Bleach, Centaur, etc. Tout ça c'est Inomaruzumo, enfin tout ça c'est chez Glénat et donc leur ligne éditoriale me correspondait vraiment et du coup je me sentais bien d'être édité à côté de tout ça. Parce qu'après s'il y a une contrainte entre guillemets dont on avait déjà parlé, c'est par rapport au changement d'âge. Oui, personnage. Oui, c'est vrai. Sur Red Flowers, il est un peu plus grand que lui, et t'as dû, c'est ça, ils ont demandé pour que ce soit peut-être un peu plus grand public. Après, tu vois, j'aime pas trop le mot contrainte parce qu'au final, c'est une suggestion que j'ai bien reçue. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en auto-édition, non, ils m'ont juste dit ce serait pas mal. De rajeunir le personnage parce que quand j'ai commencé la série, j'étais en train de créer l'univers. Donc j'avais pas tout réfléchi. Du coup, j'ai créé un héros à peu près de mon âge. À l'époque où j'ai commencé, j'avais 25 ans. Je l'ai fait un peu plus âgé. Et je me suis dit, voilà, ce héros, il veut être comme son grand frère. Donc j'ai créé un grand frère un peu plus âgé. Mais ils m'ont dit un petit peu comme... la classe. Oui. Ils m'ont dit un petit peu comme Sasuke et Itachi. Si on veut vraiment ressentir la différence, cette émulation, du grand frère, faudrait que ce soit plus jeune, tu vois. Et donc j'ai dit, mais en fait, c'était pas les seuls à me le dire. Hein. Il y a plusieurs éditeurs qui m'ont fait ce retour. Donc j'ai dit, bah ouais, carrément, on va le rajeunir. Ça reste cohérent avec ce que j'ai écrit. Oui, puis en plus justement par rapport au côté initiatique, un peu enquête initiatique, tout ça, c'est même presque plus cohérent de démarrer un peu plus tôt pour le voir vraiment grandir, de passer de justement pour ceux qui ont déjà lu, on va peut-être un peu spoiler le premier tome, tant pis pour vous. De toute façon, si vous êtes là, il y a des chances. Ça fait 1 an et demi qu'il est sorti, il fallait l'acheter, voilà. C'est trop tard au bout d'un moment. On voit qu'il y a surtout dans le premier tome. Je ne vais pas encore parler du twist ultime de la fin, mais on voit que vraiment il y a un développement personnel, il y a un développement psychologique presque philosophique du personnage. Et effectivement, sur un personnage plus accompli, la marge de progression serait peut-être moindre. Moins flagrante, et puis on s'attache moins. Si un héros il fait des bêtises et c'est un gosse, on se dit bon, c'est une bêtise, mais c'est un gosse, on pardonne et on s'y attache quand même. Dès que le personnage il est plus âgé, on se dit mais quel cassos en fait, il a rien appris. Et là on est plus sur un GTO ou sur un personnage, un anti-héros. On est plus sur donc c'est pas la dynamique que je voulais. Et donc ça a été un des changements avec Glénat. Et puis après on parle aussi du changement de format où j'avais commencé en A5 et finalement moi je préfère mes planches dans ce format-là. Mais c'est vrai que du coup ça communique différemment visuellement quand les gosses passent me voir en convention. À l'époque ils me demandaient est-ce que c'est du manga. Et aujourd'hui, ils viennent sur mon stand, ils font « Oh, un manga !» Et donc, visuellement, on est parti sur un code couleur différent aussi. Le traitement des couleurs est différent, le traitement de l'ancrage est différent. Tout ça pour communiquer directement au lecteur que ça, c'est un manga. Et ça, c'est plus des histoires courtes, c'est artisanal, c'est de la création indépendante. Passé
presque des one-shots entre guillemets dans le même univers, à vraiment une histoire tramée avec donc 5 volumes. Sur 5 tomes du coup. Okay. Mais c'est pour ça que j'ai refusé de vendre ça à Glénat, parce que du coup, moi, je voulais vraiment changer. Quitte à bosser avec un éditeur, je me disais, mais autant apprendre quelque chose de nouveau, autant changer de dynamique, autant changer d'ambition. Et d'aller plus loin, parce que l'auto-édition c'est bon, ça faisait 2-3 ans que je faisais ça déjà tout seul, j'avais fait le tour, je savais ce que c'était, et j'avais l'ambition de tester autre chose pour ce projet et de me mettre au défi de faire maintenant 5 tomes. Une histoire sur 5 tomes, c'est différent narrativement parlant, c'est ambitieux. Il faut écrire vraiment, voilà, il faut avoir une vision à plus long terme. C'est ça. Il faut savoir gérer la fatigue du lecteur aussi, parce que le lecteur, quand il lit une histoire de 24 pages et c'est pas très intéressant, il va la finir. 24 pages, ça nous coûte rien d'aller jusqu'à la fin. Par contre, sur 5 tomes, comment est-ce que tu gardes l'attention d'un lecteur de manière à ce que tu le surcharges pas d'action, parce que là tu vas l'étouffer et il va se dire oh là là je comprends plus, ou que tu lui fasses pas trop attendre entre les scènes, et donc là tu es sur une autre réflexion narrative qui est hyper intéressante, et donc c'est un exercice auquel je voulais vraiment m'attaquer, de découvrir comment on raconte une histoire sur 5 tomes. Justement je trouve que pour l'avoir lu du coup plusieurs fois, j'essaye de faire mon taf. Ou alors t'as rien compris, tu t'es dit zut. Oui, voilà, c'est un peu ça. Ceux qui me connaissent savent que je suis pas très doué, je comprends pas bien vite les choses. Non, en vrai, je trouve que justement t'as trouvé un rythme assez sympa, c'est que t'arrives à raconter presque une histoire dans un chapitre entre guillemets. On passe de moments plus sur émotion, sur vraiment de la construction de personnages, à des moments un peu plus action. Il y a notamment dans le premier tome quelques scènes qui envoient du pâté en termes de mise en scène notamment. Et est-ce qu'il y a eu un changement? Parce que pareil, je voulais en arriver aux scènes d'action, mais surtout, est-ce qu'il y a eu déjà, tu parlais du format qui était différent, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la mise en scène peut-être en passant du grand format, enfin un peu plus grand à celui-ci? En termes du découpage dans les cases, est-ce qu'il y a eu un vrai impact? Alors, les pages font 2 cm de moins au final, donc un léger ajustement au niveau de du storyboard, mais pas flagrant. Après, non, c'était plus au niveau de... Maintenant, j'avais plus de pages, donc j'avais la liberté, si je voulais décomposer une action, de le faire en plus de cases. Je me disais, voilà, je suis pas contraint de mon chapitre, il se finit en 30 pages, je n'ai pas le temps de... Il y a des moments où je pouvais pas me faire plaisir sur une double page. Dans un one-shot, une double page, c'est précieux. Tu le fais pas dès que tu as envie de montrer un truc. Dans le tome chez Glénat, Red Flower, il y a plein de doubles pages où je me fais plaisir à moi. Je voulais mettre en scène la scène où le gorille il arrive, je dis vas-y, je vais mettre le pâté. La scène où tous les aînés vont empêcher les 2 jeunes de faire une bêtise. Pareil, t'as fait un super boulot de perspective sur cette scène-là. Voilà. Ils sont oppressants. C'est ça. C'est tous des vieux croulants. Ils sont à moitié morts, mais ils sont balèzes. J'exagère, mais ils sont balèzes quand même. C'est vrai la manière dont tu les as mis en scène, on sent qu'il y a une pression, il y a un truc. En plus, le petit Kelly, il fait vraiment nain à côté. Donc mais ça, tu peux le faire parce que tu as 240 pages dans le tome 1. Et après, là où du coup je me suis fait un peu dépasser par cette série, c'est que mon ambition à moi, c'était de faire une série test. Red Flower, c'est pas mon projet principal, c'est pas ma grande idée de tous les temps. C'est une série que j'ai calculée pour me laisser la place de m'améliorer, pour me laisser la place de découvrir qu'est-ce que c'est que le métier d'auteur, découvrir qu'est-ce que c'est que le rythme de parution, de création. Ben là, je suis en plein dedans, j'essuie quelques pots cassés comme on a dit, de découvrir qu'est-ce que c'est de raconter sur 5 tomes, et donc vu l'engouement qu'a pris cette série, donc je me plains pas du tout, c'est vraiment trop cool, sélection pour le prix jeunesse dès le tome 1, et là j'ai été confronté sur le tome 2 aux attentes des lecteurs. Forcément, oui, voilà. C'est sûr qu'en plus, comme je l'ai déjà dit, tu finis sur un petit truc, il faut pas rater la transformation. Voilà, sinon beaucoup plus d'intérêt que je ne pensais. Je savais que c'était une belle histoire, mais je pensais pas que ça allait prendre autant de proportions. Et donc dans le tome 2, je me suis dit zut, j'ai envie de tout raconter, j'ai envie de tout montrer. On m'a dit ouais, le côté culturel africain il est génial, graphiquement, les gens ils m'ont envoyé tellement de... Du coup dans le tome 2 je dis vas-y, je vais en mettre des couches, et j'aurais pas dû, parce que du coup je te montrerai peut-être des visuels, mais il y a des planches dans le tome 2 qui m'ont pris 2 jours. Okay. Et ça, faut pas, tu peux pas faire ça. Après, c'est aussi, comme tu dis, il faut aussi prendre du plaisir, sinon tu finiras jamais ta série. Donc... Mais mon plaisir, il est dans l'histoire terminée. Et ça, je l'ai un peu oublié parce que j'étais trop dans la performance, ce qui est raccord, ce qui est raccord avec le tome 2. Ce qui est raccord avec le tome 2 parce que Yao est beaucoup dans la performance, c'est le grand frère, c'est l'exemple parfait, et donc je vivais vraiment ce que Yao vivait dans le tome 2, sans spoiler, en essayant d'être à la hauteur des attentes des lecteurs qui m'envoyaient les messages. Tu l'aimes bien, Yao? Ça se voit. Je l'aime bien, ouais. J'aime tous mes personnages. Oui, non, mais ça, clairement, on y reviendra parce que vraiment, ils ont tous un petit peu leur petit truc en écriture, mais on voit que, ne serait-ce que dans la manière dont tu le dessines,
Je sais pas s'il y a peut-être un peu d'identification ou pas. Alors là, T'aimerais mieux peut-être un idéal. moi je ne le dirais pas, si tu veux me faire un compliment tu peux, mais... Non, Yao pour moi c'est l'exemple de cet archétype masculin de voilà le grand frère, il est plus grand que nature, d'ailleurs il est toujours en contre-plongée, t'as remarqué parce qu'on le regarde comme ça, waouh. Ouais. Mais Yao c'est aussi... je trouve que t'as donné un mouvement dans tout, même sa musculation. C'est genre Sangoku, il peut presque aller se rhabiller quoi. C'était 50% du retard, c'était les cheveux de Yao sur le tome 2. Mais du coup, j'ai vécu ce qu'il a vécu parce qu'avec le tome 2, j'étais en mode voilà, il faut que je dessine tous les graphismes africains, les tenues, les motifs, les masques, les hachures, les scènes d'action et tout. Et j'ai été bouffé de 8 heures par planche. Je suis passé à presque 12 heures par planche des fois. Et ça, c'est juste une moyenne. Ce qui fait que voilà, le tome a pris beaucoup de retard. Et l'univers s'est étendu, il y a plein de gens qui me disent j'adore ce personnage, et moi j'ai envie de faire plaisir, c'est un peu notre côté artiste, et j'ai envie de vous raconter tout ce qu'il y a à savoir sur cet univers, sauf qu'il ne faut pas oublier que la trame narrative principale, elle est censée faire 5 tomes. Au début j'ai dit, cette histoire fera 5 tomes, je ne vais pas la rallonger, j'ai une histoire à faire, et je ne peux pas me laisser emballer par tous les détours qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec le scénario principal. Donc ça, j'ai dû lutter avec. Non, justement, je veux vraiment m'y tenir, c'est 5 tomes, série terminée, et donc ça, c'est un travail que moi, je dois faire pour me faire violence et me dire, ok, cette petite anecdote sur un personnage secondaire, elle est hyper intéressante, mais c'est pas le moment. Est-ce que peut-être ça peut être l'occasion de les traiter plutôt dans Red Flower? Je sais pas si tu as prévu de faire un tome 3 plus ou... Et c'est ça le compromis, du coup, je vais faire un tome sûrement, un tome de plus à la fin, parce que là j'ai des idées mais elles spoilent un peu Red Flower, donc je peux pas les faire maintenant. Genre le coup final quoi, pour clôturer l'univers, je ferai sûrement un tome de stories pour finir avec toutes les histoires que les lecteurs voulaient savoir en plus, cool. Et puis après passer à autre chose quoi. Ok, ouais, c'est cool. Et du coup, là, tu m'as presque déjà vendu le truc avec les doubles pages, mais est-ce qu'il y a justement, dans le premier tome, comme ça on peut regarder, une planche, une case, où vraiment ça a été soit trop dur, au final, où tu l'as recommencé parce qu'elle te plaisait pas, ou à l'inverse, une que tu as tellement adoré faire que... Dans le tome 1, est-ce qu'il y a une planche qui a été trop dure? Ou au contraire, que tu as beaucoup aimé faire et que... Celle avec le gorille, que tu pourras peut-être montrer en visuel, je l'ai beaucoup aimé parce que c'est la planche que j'avais imaginé en premier il y a 5 ans. Surtout que c'est la 3e page. C'est la 3e page. Ouais, voilà, donc c'est vraiment... Mais il faut savoir que cette composition, c'est celle qui m'est venue à l'esprit il y a 5 ans tout d'un coup. C'est ça qui a commencé tout le projet. Et j'ai pas pu la dessiner avant 5 ans de travail en faisant déjà 2 tomes, Red Flower, Stories et tout. Mais vraiment, le projet a commencé quand j'ai imaginé un gorille qui sortait des arbres et un gosse qui protégeait sa petite sœur. Le projet, il est parti de ça. Et donc cette page-là, c'était vraiment la satisfaction de 5 ans plus tard, je peux dessiner la page qui m'a donné envie de tout commencer. C'était vraiment cool. Puis après, forcément, toutes les planches avec le roi, elles sont stylées. Et puis les planches avec les... T'as fait aussi un petit one-shot avec du coup, t'as avec Max, Max qui a dessiné, qui est vraiment pas mal, où justement ça raconte aussi l'histoire du personnage. C'est ça. Mais c'est ce que je te dis, moi j'adore tous mes personnages, vraiment les gens me disent c'est lequel ton préféré, je peux vraiment pas choisir. Bon, c'est vrai que Anansi, on adore ses expressions, hein, il a vraiment une tête qui me fait rigoler de jouer avec ses expressions. Il a toujours une tête trop drôle. Là, tu peux vraiment raconter des trucs juste avec le dessin. C'est ça. J'ai fait beaucoup de théâtre, donc moi, les mots, l'expressivité du personnage, ça me tient beaucoup à cœur. Donc Anansi, j'aime bien le dessiner, mais c'est vrai que tous mes personnages, que ce soit le roi, Yao, Kelly, grand-mère, Padiki, tous ceux-là, je les aime profondément. Ils ont tous une partie de moi que j'ai envie de faire vivre à travers chacun d'entre eux. Et c'est pour ça que ça prend une dimension tellement intéressante au niveau de... Voilà. Justement, pareil, décidément, t'es trop fort pour faire les transitions. Tu dis qu'ils font partie de toi, et puisqu'au final, ce qui fait vraiment partie de toi là-dedans, c'est l'inspiration qui vient de justement ce que c'était ta grand-mère, c'est ça? Tu me disais que tu racontais beaucoup des histoires quand t'étais gosse et tout. Peut-être un peu peut-être une anecdote là-dessus. Enfin, vraiment, comment tu t'es dit? Quelle est la démarche aussi? Parce qu'on en a déjà parlé nous en privé, mais peut-être pour justement les gens qui savent pas encore trop, quelle a été la démarche de se dire? En plus, je suis en France, c'est peut-être pas forcément, il n'y a peut-être pas forcément le public pour. Au final, on a eu la preuve que si. Mais voilà, quelle a été vraiment cette envie de partager ta culture au final? Ma grand-mère et mes aînés, la tradition africaine, c'est une tradition très orale au niveau de la transmission du savoir, au niveau des histoires. Et donc moi, j'ai grandi avec des contes et légendes qui sont un peu l'équivalent des fables de La Fontaine, mais version ouest africaine avec notamment Anansi. Le renard, c'est le babouin et le zèbre. Non. Ça va être l'araignée Anansi. C'est pas un personnage que j'ai inventé, c'est une araignée dans le folklore africain, ghanéen. C'est une araignée qui existe. Il y en a pour qui c'est une divinité, il y en a pour qui c'est un personnage folklore.
qui va jouer des tours, qui est un peu l'équivalent du renard, qui va être sournoise, fourbe mais très intelligente, des fois qui va tricher, des fois qui va être le protagoniste. Et j'en ai fait un sorcier moi dans mes histoires, mais à la base c'est parti d'un conte qu'on m'a raconté. Moi j'adorais les contes de Anansi l'araignée quand j'étais gosse. Après il y a des anecdotes que moi j'ai vécues. Il y a beaucoup d'arts martiaux, j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux. Kelly dans la jungle, j'ai vécu 3 ans dans la brousse, la fin fond de la savane africaine, où j'ai pu rencontrer des sorciers vaudous dans des cases comme celles que j'ai dessinées pour Anansi, où j'ai pu rencontrer des gens qui travaillaient, qui vivaient dans des villages. J'ai même moi vécu dans une case avec un toit de chaume et des murs en boue, en argile. Voilà, tout ce que je raconte, c'est les vraies choses que j'ai vécues, mais forcément j'en fais toute une histoire. C'est pour ça qu'il y a le côté vraiment personnel. Mais je pense que le fond, je le veux plus universel. J'aimerais raconter un conte universel, quelque chose qui peut parler à tout le monde. C'est un conte initiatique, c'est comme Kirikou. C'est un jeune garçon qui passe à l'âge adulte, qui va prendre conscience du monde, qui va prendre conscience de sa place dans le monde et le rôle qu'il va y jouer, et qui va être confronté à donc plein d'archétypes sous la forme de son grand frère, sous la forme de son père, Anansi, la grand-mère. Il va devoir grandir comme on l'a tous fait et se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et surtout qu'il y a vraiment une portée philosophique, je trouve, dans ce que tu écris, surtout dans ce tome, on va dire, complet, tome 1, parce qu'il y a vraiment, tu poses vraiment les bases de tout ce qui est le katafali, donc l'art martial pratiqué par c'est une tribu. Ouais, c'est une tribu, on peut dire ça, ouais. Voilà. Et est-ce que par exemple, déjà le nom, c'est un truc original? Est-ce que ça vient de quelque chose, un mot, peut-être un nom africain, ghanéen? Et surtout, est-ce que là, c'est vraiment, ça vient 100% de toi, ou est-ce que c'est quelque chose, cette philosophie pacifique, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que, pareil, tu as hérité justement de toutes ces histoires qu'on a pu te raconter quand j'étais gosse et que je pratiquais les arts martiaux, le judo, le karaté, moi, ce que j'ai toujours adoré et ce que j'ai retenu de tous mes sensei, c'est qu'ils m'ont dit en premier, on t'apprend à te battre, non pas pour que tu ailles te battre, mais pour que tu apprennes à te maîtriser toi-même, ton corps, tes émotions, la maîtrise de soi, garder le sang-froid. Et j'ai adoré ça, ce côté philosophique, spirituel qu'ils ont dans tous les arts martiaux en général, et même surtout ceux asiatiques, donc le sumo et la dimension culturelle que ça prend. J'ai toujours adoré ça, j'adore le sumo. Et j'ai voulu en infuser mes arts martiaux, parce que pour moi, quand on regarde les codes du manga, le combat n'est pas vraiment juste un combat, quand c'est bien fait. Hein. Oui. Et les jutsu dans Naruto, pour moi, sont une expression philosophique des convictions des personnages. Oui, surtout que souvent, par exemple, les mains auxquelles ils sont voilà. correspondent à leur caractère un petit peu, à leur histoire. C'est ça. Et quand on creuse, quand il y a un retournement dans le combat et qu'un des personnages prend en puissance, c'est souvent parce qu'il a débloqué un raisonnement qui lui permet d'avoir plus de conviction dans ce qu'il oui, c'est un peu ce qu'on appelle chaque fois le pouvoir de l'amitié ou le pouvoir voilà. Donc ça peut aller trop loin. Il y a du sens quand voilà, c'est ça. Je me dépasse parce que mes amis sont en danger, parce que c'est ça. Parce que j'ai raison surtout. Parce que c'est l'auteur qui doit travailler un petit peu ce truc-là. Et moi, un personnage qui n'a pas raison, quand il gagne, c'est réellement un problème en fait. Mais ça peut servir le scénario. Bref, tout ça pour dire que... Petite parenthèse, mais... Non, mais ça sert le scénario, mais là ça a été bien fait. Mais si à un moment Naruto il disait une bêtise et qu'il gagnait quand même, on se dit mais il est cheaté ce personnage. Un personnage qui était plus gentil que lui. C'est ça. Effectivement, ok. Ce qui se passe d'ailleurs justement dans le premier tome, quand Kelly au tout début il va un poil trop loin et que tout s'enchaîne après à partir de là. Donc le katafali, je me suis pas trop foulé. Hein. Kata ça vient du japonais pour le karaté, les mouvements. Et puis fafali dans la langue locale du Ghana, ça veut dire la paix. Et donc j'ai fait katafali. Et c'est les mouvements de la paix. Et donc j'essaye de construire un peu ce système philosophique dans les arts martiaux. Okay. Parce que pareil, toujours sur les influences, tu as fait plusieurs doubles pages, je ne sais plus, où tu expliques un petit peu. Ça c'est cool aussi, j'aime bien des fois quand on peut faire une petite pause dans le récit et avoir là, par exemple j'ai vu, il y en a une, c'est sur les fêtes. Par exemple, les festivals, tout ça. Là, on a quoi, les fourmis. Bon, alors ça, le truc. Tu y allais très fort, le pauvre Kelly. Il a pris cher dès le premier tome avec les. Mais voilà, t'expliques vraiment un peu les tenues, les accessoires. Et ça, on sent que vraiment il y a un côté ancré dans le réel en fait. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà travaillé au niveau de l'auto-édition et qui avait plu au lecteur, donc j'ai voulu le continuer. Mais c'était aussi une volonté pour donner une pause au lecteur dans sa lecture parce que c'est assez dense et comme j'ai beaucoup d'infos, j'ai pas beaucoup de pages qui respirent, donc c'est un de mes regrets. Et je voulais partager ce côté culturel. Il y a des choses que j'ai inventées, il y a des choses qui sont 100% vraies, mais c'est à tous les lecteurs de faire des recherches et de voir qu'est-ce qui est vrai ou faux. C'est un peu mon jeu à moi de s'intéresser à ma culture. C'est bien, comme tu dis, c'est assez dense et c'est vrai que tu aurais pu alourdir le récit en voulant faire les personnages qui racontent du lore. Ce qui est souvent reproché dans beaucoup, notamment de mangas ou d'animés ou même d'autres récits où c'est juste de l'exposition. Mais
tais-toi. Enfin, au final, oui, c'est intéressant, mais on s'en fiche. Ouais, on sent quand il a été obligé de passer par la narration en mode alors je vous explique que donc tu dis bon ok t'étais obligé de nous dire ça mais voilà. Parce que même par exemple tu l'as fait avec l'histoire par exemple des fourmis. Ouais. Où c'est la grand-mère il me semble qui explique un peu les bails avec les fourmis que quand elles piquent tu prends cher. C'est ça. Mais ça fait pas genre alors petit moment carton, petit moment alors donc ouais ça c'est cool. T'as essayé de faire un truc vraiment plutôt organique en fait. Oui, organique c'est le mot. Je passe beaucoup de temps au storyboard, à l'écriture et à la composition pour que mon récit soit organique. Je suis quasi obsessionnel là-dessus, je pense que c'est le bon mot parce que je me fais beaucoup de mal. Sur les 10 heures que je passe par planche, 4 heures sont passées au storyboard. Je compose plus lentement que je dessine parce que pour moi, il faut que tout soit amené organiquement. J'ai horreur quand je lis un manga qui est quelque chose qui me sorte du récit parce que je me dis non, là, l'écrivain, il était coincé, il l'a fait pour se décoincer, ou que le personnage dise quelque chose qui soit pas logique, ou qu'il y ait un événement qui n'ait pas de réelle raison de se passer, ce qu'on appelle Deus Ex Machina, là. J'ai horreur de ça. Donc pour moi, il faut que tous les enchaînements soient... Voilà, j'en fais peut-être un peu trop, parce que peut-être qu'on remarquerait pas. Non, mais c'est bien parce que par exemple, justement, là... Justement, je pense à lui parce que t'as ton mug là, mais justement, c'est ce qu'on peut reprocher sur One Piece. Parfois, c'est un peu fouillis, on sait plus trop où on en est dans la mise en scène. Quand il y a beaucoup de personnages sur certaines planches avec des cases minuscules. Ouais. C'est vrai que t'as quand même plus de clarté. Enfin, après, t'as fait le choix de la clarté, on va dire. Voilà, loin de moi l'idée de. C'est ça. Mais après, lui aussi, il est dans une autre démarche que moi, je ne peux même pas comprendre parce qu'il en est à son 100e tome, un phénomène global. Et donc, lui, il a son histoire à boucler. Mais qu'est-ce que ça doit être de devoir mettre en scène cet univers? Il s'est pas restreint comme toi, tu le fais. Ou je pense que dès qu'il a eu une idée, il l'a ajouté pour le coup. Voilà. Parce que je crois qu'il avait dit qu'à la base, son histoire devait durer 5-6 ans aussi. C'est vrai ça On s'est fait avoir. Et voilà, lui, je crois que lui-même en fait s'est fait avoir par l'écriture. C'est un peu comme George R.R. Martin qui arrive pas à finir ses bouquins parce qu'il arrête pas de rajouter des histoires à ses personnages alors que voilà, au bout d'un moment il faut, comme tu dis, il faut avancer. C'est ça. One Piece, ça a été le manga qui m'a donné envie de faire du manga. C'était ma première découverte quand j'étais au Ghana, qui m'a fait comprendre waouh le dynamisme, l'intensité d'une narration à la japonaise, qui m'a donné envie de faire pareil. Mais c'est aussi le manga qui m'a vacciné des histoires trop longues. Et je me suis dit, ok, c'est un phénomène global, on voit que les Japonais, dès que ça marche, ils savent pas s'arrêter. Naruto, ça a duré, Bleach, ça a duré, voilà. Est-ce qu'en France, on n'essaierait pas de faire quelque chose de plus court? Oui. Et donc c'est pour ça que j'ai dit 5 tomes pour commencer. Je trouve que c'est largement assez ambitieux et ça me donne la place de quand même développer le côté philosophique, les personnages, des belles scènes d'action, sans pour autant m'éterniser, quoi. Ouais, ok. Il y a un truc que tu as dit qui m'a fait penser à une question et je l'ai déjà oublié. À quel âge tu as découvert ton premier manga? Je sais pas si tu as d'abord commencé par le manga, peut-être par la BD franco-belge ou le comics. Et quelles ont été tes premières influences? Et surtout, je suis curieux, c'est quel a été le moment ou quel a été le manga, le dessin, l'œuvre, l'artiste, j'en sais rien. Quand tu l'as vu, quand tu l'as découvert, tu dis waouh, ça c'est ce que je vais faire dans ma vie, ce truc-là, c'est moi, c'est ma vie. Je devais avoir 18-19 ans, c'était assez tard. Parce que je connaissais la BD, Tintin, Astérix, tout ça je connaissais, Spirou, mais je ne connaissais pas le manga. Et un jour, un pote à l'école, ou je sais plus quand, il me dit « Tiens, lis One Piece, ça va te plaire ». Et à l'époque, c'était les vieux scans. Je sais que les gens n'aiment pas quand je dis ça, mais enfin en Afrique, on n'avait pas accès à quoi que ce soit. Il y a pas de... on lisait sur les scans, sinon il fallait attendre 6 mois, 1 an pour avoir le tome en français. Des vieux scans tout pourris, mal traduits, c'était mal scanné, l'image était... Mais malgré ça, il se passe une dinguerie là, le dessin il est tellement libre, j'ai fait mais les personnages ils font 3 mètres des fois, le bras il s'étire à 2 km, j'ai fait mais il raconte ce qu'il veut et je trouvais ça tellement libre, narrativement parlant, tellement dynamique et j'arrivais pas à arrêter de tourner les pages ou de les faire défiler. Et moi à l'époque, donc l'accès à internet était assez restreint, donc il fallait que j'aille dans des des cafés, dans des cybercafés pour payer à l'heure. Et comme j'avais pas le temps de lire à l'heure, parce que tu sur USB, regarde, je peux te dire à quel point j'étais un fou. J'ouvrais 6 onglets séparés. Et j'étais une machine pendant 1 heure, clic droit, sauvegarder image, clic droit, sauvegarder image, clic droit, sauvegarder image, dans des centaines de pochettes par chapitre. J'ai ripé en quelques mois des centaines de chapitres. J'ai encore 80 gigas j'ai retrouvé ça sur le disque dur l'autre jour. J'ai des centaines de chapitres de Naruto, Shaman King, Death Note, Gun, Gantz, Claymore. Ça c'est mes premières découvertes. C'était quoi aussi? J'ai tout lu, Toriko, dinguerie. C'est comme ça que j'ai découvert le manga. Et donc après mes journées à pomper le manga dans un cybercafé à l'heure, je rentrais chez moi et le soir sur le PC je faisais défiler mes images, tu vois. Et
c'est comme ça que j'ai découvert le manga, c'est comme ça que je me suis dit mais c'est incroyable cette façon de raconter. Donc ma prochaine étape, ça allait d'être sur Google. Qu'est-ce que c'est que le manga? Parce que j'avais bien compris que voilà, ça vient du Japon. Je me suis dit ok, est-ce que je peux aller au Japon? Non, c'est loin, c'est cher, je parle pas japonais. Est-ce que je peux aller aux États-Unis? Parce que du coup je voyais aussi beaucoup de trucs en anglais. C'est loin, c'est cher. Et j'ai vu que la France, deuxième pays mondial en termes de consommation de manga, et ma mère est française, donc j'avais le passeport, donc c'est un peu un alignement des étoiles, et je me suis dit, ben go. J'ai dit à ma famille, j'ai découvert le manga parce qu'à la base je voulais être écrivain, je dessinais pas du tout, c'était pas mon but. Je leur ai dit, par contre je voulais raconter des histoires. Et donc je dis à ma famille, je vais en France, il y a un bon marché là-bas. Je vais tenter le truc, je vais dire mangaka. C'est ça. Pas dans un an. Vous allez me voir, voilà. Dans un an, je fais One Piece, je leur disais. Et donc, ils m'ont dit, ben go, hein, t'as l'air d'avoir un bon plan. J'avais vu qu'il y avait des écoles de manga en France qui me semblaient intéressantes. Et puis que j'ai vu qu'il y avait une bonne communauté d'artistes en ligne. À l'époque, c'était plus Facebook et tout. Et donc, j'ai déménagé à Toulouse. C'était il y a pile 10 ans, là. Dans 6 mois, ça fera 10 ans. 2015, je suis arrivé en France et j'ai commencé à bosser à ce moment-là. J'ai commencé à dessiner parce que ma première découverte, ça a été le gouffre entre moi et les autres artistes. J'ai fait, eux, ils dessinent depuis tout petit. Et je me disais, j'ai trop de retard à rattraper. Et donc, il a fallu que je me mette à bosser à fond. C'était du 6 à 10 heures par jour en plus du taf. J'avais un taf alimentaire à l'époque pour payer le loyer et tout. Mais vraiment, j'ai enchaîné les one-shots pour m'améliorer. Pour apprendre à raconter, m'approprier les codes du manga, la narration, tout, l'ancrage, les trames, tout ce qu'il fallait que j'apprenne pour raconter du manga. Et 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, en 2019, j'ai sorti en auto-édition Red Flower Stories. Okay. Et tu t'es formé vraiment sur le tas à 100% ou t'as bougé aussi? Je sais, tu m'as dit que t'avais été apprendre un petit peu les vrais bails, on va dire. Ouais, plusieurs trucs. J'ai commencé par tenter une école de manga qui au final m'a pas trop plu parce que je trouve que l'enseignement du manga en France il est pas encore au niveau aujourd'hui. Souvent on sait pas plus, on est très jeunes tous, hein, que ce soit les auteurs ou les professionnels dans le manga en France, ils savent pas forcément plus que d'autres de quoi ils parlent. Et donc j'ai préféré aller au Japon pour demander directement à des Japonais qu'est-ce que c'est que du manga, qu'est-ce que c'est que les codes. Parce que j'aime beaucoup la linguistique, mon père est sociolinguiste, et donc j'abordais le manga d'un point de vue linguistique, et j'y pensais comme une grammaire. Oui. La taille des cases, l'enchaînement, la syntaxe, le rythme narratif, et donc là-bas j'ai rencontré une mangaka japonaise qui s'appelle Nao Yazawa, qui était la première à me parler de composition en termes de rythme musical. Elle m'a dit tes cases, il faut qu'elles fassent tam tam tam. Tam avec un point fort et toi tes cases elles font tam tam ta et du coup de me parler de rythmique comme ça je fais ah ouais ok la lecture doit être rythmée, le nombre de mots dans les bulles je peux pas en mettre trop parce que ça freine la lecture, quand les personnages y regardent dans le mauvais sens ça ralentit le lecteur et toute cette composition, c'est pour ça que je te disais ce côté organique et fluide vraiment c'est au Japon que j'ai appris à apprécier le travail monstrueux qu'il y a derrière une composition de page manga et pourquoi c'est aussi facile à lire. C'est parce qu'eux font tout un travail qu'on n'a même pas conscience. Et donc j'essaie de faire la même chose dans mes œuvres. Au final, c'est un vrai travail de metteur en scène en fait. Ouais. Parce que pareil, tu parlais par exemple de l'orientation d'un personnage. Ouais. C'est une erreur fatale sur un film, une série. Il suffit qu'on ne prenne pas le bon axe sur un personnage ou quoi, de suite ça va nous casser. Ouais, la règle des 180 degrés, de ne pas changer le point de vue de caméra tout le temps. De pas trop charger une petite case, voilà, il y a tellement de trucs à savoir. Et donc voilà, je suis allé au Japon, j'ai fait aussi beaucoup d'auto-édition. Le meilleur test, c'est avec le lecteur. J'ai proposé mon travail à un lecteur, j'ai fait lis. Est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que tu penses que ça a sa place en librairie? Parce qu'au début, j'avais conscience, dès 2019, on m'avait déjà proposé des contrats d'édition. Mais j'avais refusé pour faire de l'auto-édition parce que je trouvais que il n'y a personne de légitime pour me dire si ce que je fais c'est bien, hormis le lecteur. Oui. C'est lui le consommateur. Ça te plaît pas, t'as compris, t'as pas compris, c'est simple pour moi. Et donc voilà, j'ai fait de l'auto-édition. Le financement participatif a bien marché pour le tome 1, ce qui m'a encouragé pour la suite. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de salons, je commençais à les vendre sur les salons, mais avec un seul tome, c'est pas très rentable. Donc au début, j'avais encore ce taf alimentaire pour tout ce que je gagnais, je l'investissais dans racheter des bouquins, vendre des bouquins, racheter des bouquins, vendre des bouquins. T'avais pas de temps. Et j'avais pas de temps, je faisais que ça. Voilà. Et je voulais vraiment mettre Red Flower entre les mains de autant de gens que possible pour avoir un retour aussi large que possible.
Ensuite, il y a eu le confinement, donc j'ai fait le tome 2 pendant le confinement, c'était à la demande des lecteurs, du coup ils m'ont dit il y a tel ou tel personnage, on les a bien aimés, Aïcha la petite sœur, Anansi le sorcier, donc j'ai écrit leurs histoires en essayant de m'améliorer, en essayant de réparer certaines erreurs que j'ai faites narrativement sur le tome 1, de m'améliorer graphiquement aussi, et le tome 2 a bien marché, les histoires sont très différentes, plus psychologiques, plus dark, on sent un changement, une évolution narrative, j'avais voulu tenter d'autres codes, mais ça a beaucoup plu et ça m'a confirmé qu'en fait, ok, j'ai un beau projet entre les mains et que donc, quand les éditeurs sont revenus vers moi à la sortie du confinement, j'ai pu assumer pleinement de dire j'ai un projet qui plaît, j'ai déjà le soutien de X nombre de lecteurs et donc j'ai pas à négocier sur mon histoire, j'ai pas à faire de compromis, à changer, en dehors de quand on me donne une bonne idée, moi je suis pas fermé à des bonnes idées, mais j'ai pas à écourter, rallonger ou quoi, j'ai dit ce sera 5 tomes ou rien. Et Glénat, ils ont bien aimé, ils m'ont dit on prend 5 tomes et tu as carte blanche. Et après, ils me font des retours. Là, il y a eu beaucoup de choses sur le tome 2. Ils m'ont dit voilà, fais gaffe à la narration là. J'ai fait en effet, j'avais pas anticipé que peut-être le lecteur n'était pas au courant de ça parce que moi, ça fait tellement longtemps que je bosse dessus. Tu connais ton voilà. univers, donc il faut un retour extérieur quand même. Moi, je prétends pas bosser 100% seul. Donc il y a ce retour de mon éditeur qui est trop fan de la série, c'est ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il l'aime à titre personnel, c'est pas juste un projet commercial pour lui, et donc on s'entend super bien, et là le tome 3, j'ai hâte de monter à Paris lui en parler, parce que le tome 3 il va... Cet été Alors, oui, donc cet été 2028, bien sûr. T'as prévu jusqu'à quand justement, parce que tu dis que tu veux faire d'autres projets derrière, donc 5 tomes, t'as prévu en gros, au plus tard, t'aimerais finir quand? L'idée c'était d'en faire un par an, c'est ce que je me suis dit, mais j'avais pas anticipé de faire autant de salons. Oui, en gros, il faut que tu puisses faire que ça toute la journée. Voilà, donc c'est ça l'idée. Il y a un espèce d'équilibre à trouver parce que les lecteurs ont beaucoup apprécié que je sois disponible tout le temps en salon pour dédicacer, pour parler de ma série, mais il y a la réalité de j'ai pas pu avancer aussi vite que je voulais. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je règle sur le tome 3. On va apprendre de ces erreurs. Oui, c'est pas des erreurs, c'est juste... c'est la vie quoi, c'est comme ça, ça se passe comme ça, il faut du coup la prochaine fois tu feras différemment. C'est ça. Mieux mais différemment. Ouais, je ferai différemment. Là, je suis en train de m'entourer avec une super équipe qui me soutient, qui commence à bosser avec moi, avec qui on monte des projets pour continuer cette auto-édition parce que j'aime bien le format d'aller trouver le lecteur en convention. Malheureusement, voilà, les prix flambent, on a les salons qui augmentent en coût, l'essence, le papier, mon imprimeur qui me coûte de plus en plus cher parce que je continue d'assumer tout ça tout seul, donc c'est un apprentissage en soi. Mais c'est un format que je veux continuer à pratiquer. C'est vrai que en plus, comme tu dis, tu peux te permettre une ambiance différente, des récits peut-être plus dark, tout ça, sur l'auto-édition. C'est mon bac à sable. Obligé de rester sur quelque chose de cohérent avec ce que tu as. C'est ça, c'est mon bac à sable, c'est là où je peux faire des tests. Chaque chapitre, c'est un test différent, avec un personnage différent, une narration, un thème différent, et je trouve ça incroyable. Et les lecteurs apprécient d'avoir juste des petites histoires comme ça, on n'est pas tout le temps obligé de faire 50 tomes dès qu'on a une histoire en tête. On peut faire ponctuellement des histoires courtes, parler d'un petit truc intéressant, et puis continuer avec sa journée. Quoi. Même en tant que lecteur, justement, ça peut être une petite histoire qu'on lit comme ça. L'autre, on la lira dans une semaine, en 2 jours, dans 1 heure, peu importe. Ouais. On n'est pas obligé de... Parce qu'il y a aussi l'impatience du... C'est ce que j'ai fait avec Max. Je ne sais pas où j'ai mis le tome, mais avec Max, Pico, de son nom d'auteur, Pico, j'ai fait un one-shot sur le personnage du roi, que les lecteurs avaient beaucoup apprécié. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de raconter la jeunesse du roi. Par contre, j'étais en plein dans le tome 1 à ce moment-là, j'avais strictement pas le temps de le faire. Et ça m'a fait plaisir de bosser avec Max, qui a un style de dessin différent du mien, et qui a su faire ressortir un côté qui était très intéressant. Et ce one-shot a beaucoup plu aux lecteurs. Donc ça aussi, j'ai envie de le refaire, parce que ponctuellement, leur proposer des petites hors-séries comme ça, pour développer l'univers, tout ce que j'ai pas pu mettre dans le tome 2, j'ai envie de le proposer comme ça. Et en plus, de collaborer avec d'autres artistes dont j'apprécie le style, d'aider la prochaine génération qui veut se lancer en auto-édition et qui n'a pas trop d'idées comment faire. Moi, j'ai essuyé tous les pots cassés, j'ai fait toutes les bêtises qu'il fallait pas. Tu bénéficies de ton expérience, tu aides pas à les lancer, mais à se mettre un pied à l'étrier, en gros, à commencer à voir ce que c'est un peu la publication. C'est un peu l'idée, parce que Max, avec moi, l'année dernière, il a fait entre 15 et 20 salons. Je connais des auteurs confirmés qui n'ont pas fait 15 ou 20 salons dans l'année, en fait. Donc c'était une belle expérience pour lui. Moi, c'était soulageant pour moi d'avoir quelqu'un qui m'aide aussi, parce que j'arrive plus à gérer tout seul entre les dédicaces et les lecteurs et les encaissements. Constant, ça grandit d'année en année. Voilà, d'année en année, on prend plus de place. Mais du coup, c'est cool maintenant d'être avec des gens. Puis je suis moins seul sur la route toute l'année à bouger. Donc c'est vraiment une dynamique que j'apprécie, et je reviens à mes sources à la base, j'étais écrivain. Donc aujourd'hui, je me tape tout le dessin et c'est chronophage et c'est fatigant.
mais je pense qu'à terme, au risque d'en décevoir certains, à terme, je pense pas que je dessinerai toute ma vie. C'est épuisant. Tu vas partir sur du light novel, sur du roman. Je sais pas si je reviendrai au light novel parce que je trouve que les gens lisent de moins en moins et je trouve que l'image, ça rajoute un truc dont j'ai pas envie de me séparer. Il y a peut-être quelques histoires que je ferai en light novel, vraiment si le format s'y prête, mais pour moi, le manga, dans ses codes et dans sa composition, il y a vraiment quelque chose de spécial. Et tout à l'heure, tu as dit on est metteur en scène et je suis très d'accord avec ça. Je gère la lumière, le cadrage, les personnages, le chara-design, le rythme. Tout ça, c'est des trucs auxquels j'aurais pas pu toucher seul si je faisais du cinéma, parce que là, il faut être 3000 sur le projet. Si je faisais de l'animation, mais là, c'est encore plus un travail d'esclave que le dessin. Le manga, c'est le format parfait au croisement de l'histoire où ça manque un peu d'image et du film où c'est vraiment cool visuellement, mais on peut pas faire tout seul. Je suis d'accord, hein, moi-même à l'époque, justement, quand j'écrivais, quand j'écrivais beaucoup, on va dire, il y en avait plein où je me disais, en fait, ouais, la BD, ce serait peut-être, ou le manga, ce serait peut-être la bonne solution, parce que c'est vrai que, mais sauf que bon, moi, je sais pas dessiner. Tu me faire un bonhomme en bâton, il est pas droit. Ouais. Les perspectives sont pas bonnes. Et écoute, ça a été ma chance en vrai d'avoir cette facilité au dessin. Et ça permet effectivement plus peut-être de facilité pour raconter ton histoire. Ouais, de pouvoir faire mes propres visuels, c'est déjà très cool. Est-ce que tu aimerais peut-être voir Red Flower ou peut-être un autre projet un jour en animation, en film? Netflix, si vous m'écoutez. Ici, si vous m'écoutez, au lieu de balancer des thunes sur plein de séries là. Oui, 5 tomes, je trouve que ça fait une saison plutôt cool. Je pense que ça pourrait être très intéressant. Une petite saison d'animé. Arcane. Ouais, même si Arcane on a beaucoup aimé. Oui, non, moi je le verrais carrément en animation parce que déjà la bande son avec les tambours c'est chaleureux, le rythme de la jungle, l'action, les chants africains, c'est des choses qu'on n'a pas vues pour l'instant. Je trouve qu'il y a vraiment sa place et je pense que le lecteur pourrait apprécier. Et puis après c'est juste la consécration ultime de tout artiste d'avoir son taf en animé, donc je dirais jamais non si on me le propose. C'est justement, encore une fois, tu fais le lien. J'avais, qui faisait suite à cette question, c'est s'il y avait justement un artiste ou des artistes, j'en sais rien, un groupe qui est peut-être quelque chose justement qui vient d'Afrique ou quoi, en termes de BO, de bande-son justement sur, imaginons la série demain, elle est signée et on te demande quels artistes t'aimerais bien voir. Genre on a budget comme tu veux. Je me suis piégé tout seul parce que j'ai parlé de BO et en fait je suis absolument je suis pas mélomane. Est-ce que tu prendrais justement des gens de là-bas qui jouent des instruments traditionnels? J'ai pas les noms forcément, mais comme par exemple on a des mangas japonais où on a juste un gars au shamisen qui fait des petites musiques. Ah ouais, non, moi je verrais un truc bien chaleureux, bien rythmé, bien intense, un truc un peu épique avec des percussions, des tambours qui réverbèrent, tu vois. Donc je te dis ça, mais j'ai aucune idée d'un groupe, mais il faudrait que ce soit un orchestre, il faudrait que ce soit un groupe comme on peut les voir dans les festivals, dans les festivités africaines où il y a des gros tambours qui battent et tout. J'aime bien la vibration et la chaleur de l'Afrique, donc il faut que ça ressorte dans la BO, ouais. Okay. Des petits chants tribaux en fond là. Okay. Ouais, au niveau des symboliques, est-ce que y a des choses par exemple dont on te parle souvent? Genre, j'ai vu ça, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est des choses dont on ne te parle pas et tu te dis, ils l'ont pas encore vu. Genre ce petit détail sur, je sais pas, par exemple, sur les katas différents des personnages qui arrivent en fin c'est dans le fin du premier tome. Ouais. Où on a la guêpe, on a le lion, évidemment. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu voulais faire passer qui n'est pas passé, ou est-ce qu'à l'inverse, les gens comprennent ton message d'emblée avec le premier tome, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as gardées sous le pied pour la suite? Le thème le plus évident, ça va être le passage à l'âge adulte. Ça va être le conte initiatique, donc ça tout le monde l'a compris. Il y a beaucoup de gens qui me parlent des archétypes de masculinité, qui était un thème que je voulais aborder à travers la différence entre Kelly et son grand frère, Kelly et son père, Kelly et le sorcier, Kelly et Nana, qui est très différent aussi. Voilà, la subtilité du personnage de Nana, je l'aime beaucoup, il est très dans la poésie, dans le ressenti, dans la sentimentalité, et c'était intéressant de l'écrire aussi. Dans l'empathie, ouais. Dans l'empathie, voilà. Voilà, ça m'a marqué le coup quand il taille sa petite statuette là, ouais. Mec, ouais, de fou. Non, Kelly il va un peu loin après dans sa réaction, mais oui. Kelly, c'est trop il manque de tact, il est trop précipité, mais c'était un discours que je voulais tenir. Après, ce que les lecteurs n'ont pas relevé, c'est parce que j'ai planté les graines, mais c'est pas encore évident.
Donc on va parler avec forcément cette fameuse dernière page dans le tome 1, on va parler, ça aborde un gros thème et les gens n'étaient pas prêts à ça, et ceux qui avaient lu Red Flower Stories étaient encore plus choqués parce que vraiment là j'amène quelque chose. Moi j'ai commencé par ça et puis quand il va là, mais ce que je leur dis c'est que c'est ça qui était prévu dès le début. Donc en fait le thème principal de cette série c'est le thème que je voulais traiter dès l'inception de ce projet et que je vais pouvoir aujourd'hui traiter pendant encore 4 tomes. Et c'est ça qui est fort en fait, c'est que tu as réussi à planter un truc, comme tu dis, tu l'avais dès le début, mais à aucun moment on s'y attendait. C'est ça. Même en ayant lu les stories, on s'attend pas du tout à sortir de ce petit cercle d'individus, ou alors vraiment sur le côté des monstres. On s'attend presque à... Moi je m'attendais presque quand il va voir l'arbre, des dingueries en termes de créatures. Et tu nous as amené sur un truc complètement différent. En plus, en naviguant à chaque fois avec de l'émotion, il y a justement, on n'a pas beaucoup parlé encore des personnages, mais j'ai déjà oublié le personnage féminin. Padiki. Voilà. Pareil, elle est vraiment, on ressent vraiment un côté maternel, un côté très doux, et en même temps, elle a du caractère. On sent qu'elle va pas se laisser marcher dessus et tout. Et à chaque fois, on navigue un peu sur l'émotion. Là, vraiment, les 3 dernières pages, il y a ça, on est dans l'émotion, puis de coup, c'est ça. Donc ça, c'était, pour rebondir sur ce que tu dis, c'était un peu un contre-coup que j'avais par rapport à la représentation féminine dans les mangas japonais typiquement, où les héroïnes sont très critiquées par nous qui culturellement en Occident avons une autre attente, on va dire, de la femme. Je voulais un personnage maternel, oui, mais qui n'a pas une patience sans limite en fait. Kelly, c'est un petit con, il fait beaucoup de bêtises et à un moment elle lui dit bon, tu t'abuses là. Et j'aime bien cette dynamique entre les deux, et Padiki, je continue de la développer au-delà des tomes. Et on a la grand-mère qui est un autre archétype féminin, on a la femme de Yao dont on me parle, elle est sur 2 pages seulement, mais on m'en parle tout le temps. De suite un truc, cette majesté, cette grâce de... Très bien. Voilà. Je sais pas si tu as prévu de les faire à nouveau interagir, j'imagine que... Dans le tome 2, il y a des scènes avec voilà, Naila et Yao. Mais pour parler d'un thème que les gens dont les gens ne me parlent pas souvent, mais quelques personnes ont remarqué, c'est l'hypocrisie d'une tradition qui prône la non-violence et qui passe son temps à baffer les gosses. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais même au-delà de ça, c'est que l'épreuve de sélection, c'est un combat. Voilà. Après, il y a évidemment tout ce côté, comme tu disais dans les arts martiaux, la maîtrise de soi. Moi, pour la petite anecdote, j'ai fait du judo aussi quand j'étais ado. Et je me suis fait dégager du club parce que la maîtrise, tu sais, on m'avait donné un parchemin là, avec 4 ou 5 grands thèmes à maîtriser. Genre la maîtrise de moi à l'époque, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était genre, quoi, il m'a battu? Bam. Bah oui, vengeance. C'est ça. Des arts martiaux, quoi. Puis la notion de la fierté, de l'ego, tout ça. Mais donc par rapport à cette tribu qui dit voilà, on est pacifique, le père il aime bien les grands discours, hein, ça j'aime bien. Oui, sauf qu'il est d'une autorité presque totalitaire au final sur ses enfants encore. Mais on peut pointer dans ce qu'il dit certaines touches d'hypocrisie parce que oui, on est pacifique depuis des années, par contre on continue ces traditions qui sont très violentes et qui font pas forcément du bien aux gosses, et ça... j'ai envie. Tard de temps en temps, ça fait pas de mal. On a ça, c'est toi qui l'as dit. Mais ce que je voulais dire, c'est voilà, j'ai envie de développer aussi ce thème de l'enfant qui grandit et qui commence à déceler les incohérences, voilà, de l'adulte. Sa vision d'un adulte qui pensait être autoritaire parfait, de se dire mais non, mais là tu te trompes. Et moi je le pense. Et l'adulte il dit non, mais t'es jeune, t'es fougueux, tu fais des erreurs. Comment est-ce qu'on sait lesquelles de nos traditions sont archaïques, lesquelles sont démodées? Comment est-ce qu'on sait quand est-ce que doit intervenir le progrès et le changement? Et comment est-ce qu'on sait quand est-ce que non, la jeunesse va un peu trop vite et au contraire devrait respecter plus les codes des anciens? Ça, c'est un thème que j'adore. Qui est en plus ultra intemporel et même d'actualité, j'ai presque envie de dire. On est vraiment dans une société qui est en constante mutation, très vite aussi. Ça colle bien. Et justement, moi, après, t'es pas obligé de répondre parce que ça risque d'être du spoiler, voilà. Mais c'est vrai que, pareil, moi, j'ai eu cette sensation un peu. J'ai un peu peur de ça, je t'avoue, parce que je l'aime beaucoup. C'est d'ailleurs le print que j'ai à la maison dans le décor. J'aime beaucoup Yao, voilà, ne serait-ce que au-delà de son cara design, j'aime bien ce qu'il représente justement à travers les yeux de Kelly. Mais j'ai très peur que qui tombe un peu de son piédestal à un moment. Écoute, tout le monde a peur de ça. Yao, je l'adore. Yao, il va aussi traverser une belle évolution. Ouais. Non, mais je l'aime trop, Yao. Je peux pas. Il va traverser des choses, mais chaque personnage a son thème à développer. Chaque personnage est vecteur d'une réflexion, pour moi. Oui, du coup, au final, quand on arrivera à la fin des 5 tomes, et peut-être
du stories. Ouais, voilà. On aura l'aboutissement de tous ces personnages et au final, chacun, indépendamment, aura raconté quelque chose de différent. Et je serai un grand philosophe. Je serai sage et je pourrai passer à autre chose. Peut-être que je serai adulte, finalement. C'est un peu ça le but, c'est de grandir en même temps que mes personnages parce que symboliquement, Kelly, il passe à l'âge adulte à travers cette série. Il est confronté à l'autorité de son père, à l'autorité de la société, à l'autorité des traditions. Il va devoir se remettre lui en question et se demander qui est-ce qu'il veut être dans la vie d'ici la fin des 5 tomes. J'essaye d'évoluer un petit peu en parallèle de ce personnage. Et c'est un peu mon entrée dans le monde professionnel avec cette série. Et donc, avec lui, exactement, ouais. Et ça, c'est parce que j'ai pris à cœur quelque chose que je pense, c'est John Truby qui l'avait dit. Bref, dans l'anatomie du scénario, qu'on n'a pas loin. Il disait qu'une histoire qui ne fait pas grandir celui qui la raconte, je charcute le truc, ne vaut pas le coup d'être raconté. Ça, je l'ai vraiment trop pris à cœur. Parce que je me disais, effectivement, si tu racontes une histoire qui ne te fait pas vibrer toi-même, qui ne te met pas en difficulté, qui ne te fait pas douter de tes convictions, est-ce que vraiment tu traites un sujet qui est réellement intéressant? Voilà, c'est un peu bateau en fait. Je me plains par exemple moi sur la chaîne tout le temps avec les séries ou même certains films qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est déjà la plupart du temps il y a en plus l'histoire de la commande. Genre moi j'ai envie de raconter une histoire, je te demande vas-y fais-moi un manga, mais c'est pas mon histoire, c'est compliqué et en plus souvent c'est juste l'exécution. C'est vrai qu'il y a plus ce côté de mettre un morceau de soi-même, de saigner d'y aller. Le lecteur il ressent ça, je pense, quand l'auteur vit ce qu'il raconte, même si le dessin c'est pas le meilleur du monde, même si la narration est un peu bancale, quand c'est sincère comme ça, ça respire une vie, ça respire une sincérité qui est transmise au lecteur et qui va le faire vivre ou accompagner l'auteur. Et c'est vraiment le truc le plus précieux pour moi dans la narration, c'est de toujours rester sincère dans mes réflexions parce que le jour où je raconte un truc dont je suis pas convaincu, je pense que ça se sentirait à la lecture et que ça amoindrit, ça rabaisse le récit. L'impact. C'est ça. Ouais. Justement, ça me fait penser, rien à voir, mais est-ce que tu connais... déjà, on n'a pas parlé de Dragon Ball encore. Tu m'as pas dit si tu es un fan de Dragon Ball ou pas? J'ai pas grandi avec. J'ai pas la nostalgie qu'ont certaines personnes d'avoir grandi avec Dragon Ball. Je l'apprécie pour ce que ça a été dans le manga moderne, un des précurseurs. Voilà. Mais je suis pas plus fan. Est-ce que tu as revu, parce que c'est aussi français du coup, Dragon Ball Kakumei? C'est une suite en gros à Dragon Ball Super, l'animé. Et justement, je trouve que ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est qu'on sent plus, personnellement j'ai senti presque plus d'honnêteté dans Kakumei, qui est pas un auteur, c'est pas son histoire, mais il s'est entre guillemets approprié l'histoire, ils sont plusieurs, il y a un auteur et un dessinateur. Et je trouve qu'il y a une honnêteté qu'on n'a pas par exemple quand on regarde Dragon Ball Super aujourd'hui, où ça sent vraiment le truc pour faire pour imprimer du papier quoi. Je connais le projet, j'ai pas lu tout, mais j'avais apprécié en effet le côté... on sent qu'ils mettent les personnages en difficulté d'un point de vue beaucoup plus viscéral que Goku, qui au final, après il faut le remettre dans son contexte aussi. Dragon Ball, c'est pas censé être quelque chose de traumatisant psychologiquement ou quoi, ça restait très bon enfant et tout, mais du coup nous qui avons grandi, peut-être on a plus d'appréciation pour un Goku qui va être en difficulté philosophiquement ou idéologiquement sur il y a des planètes qui explosent, les gars, vous êtes surdoués, vous êtes trop forts, il y a des gens autour de vous qui meurent. C'est ça, qui subissent les conséquences. Est-ce qu'on va traiter de ce dilemme éthique? Oui, moi j'aurais aimé voir ça dans Dragon Ball, mais c'était pas le but d'Akira. Les Dragon Ball. Quoi, voilà, mais du coup, aujourd'hui, on peut avoir ce genre de discours. C'est ce qu'il y avait eu dans Avengers Civil War. Moi, j'avais adoré qu'ils aient l'ambition de raconter des trucs avec des dilemmes moraux comme ça. J'ai adoré ça entre Iron Man et. Le contre-pied de. Ouais, voilà. Et les actions ont des conséquences. Tous les personnages dans les mangas, ils deviennent surpuissants, ils font exploser des montagnes. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un petit vieux qui habitait cette montagne? Moi, je veux savoir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Faudrait presque raconter cette histoire. Ben oui. Le petit gars là qui. Oh là là. Mais moi, si je peux râler un coup là. Vraiment l'apogée du manga qui raconte plus rien pour moi, c'est Kaiju Number 8. Il y a beaucoup de gens qui aiment, mais moi c'est le manga qui m'a... Oh là 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 là. Et vraiment au début je me disais qu'il y avait du potentiel, mais non, au final c'est juste pouvoir sur pouvoir sur pouvoir. Et c'est tellement une recette faite et refaite que j'étais dégoûté de cette espèce de recyclage narratif, qui fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent saoulés un peu des shonen à la même sauce tout le temps.
Et je pense que c'est de là que vient aussi un petit peu mon ambition. Donc c'est un test de ma part de raconter un héros qui est chiant, mais qui, je pense, se pose des questions très humaines et qui va vivre des choses très humaines avec des réelles réflexions derrière, sans vouloir non plus philosopher sur tout. Mais je pense que c'est important pour un récit d'avoir un petit peu de ça, plus que c'est qui a le plus gros Kamehameha et histoire réglée en fait. Et c'est vrai, et d'ailleurs c'est ce qu'on remarque aujourd'hui avec les animés, les mangas qui sont populaires. C'est pas forcément juste des histoires de grosses bagarres et il y a toujours un petit peu de fond, que ce soit du Kimetsu no Yaiba, enfin Demon Slayer, même là moi j'ai beaucoup aimé cette année Dan Dan Dan, je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir. Dan 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 j'adore. Ça raconte, c'est pas un shonen au sens où on peut l'entendre, il y a des petites culottes, il y a des gens qui ont râlé à cause de ça, mais ça reste qu'il y a une histoire, il y a du fond, il y a de l'humour, il y a du... Aujourd'hui on mise beaucoup les styles, même sur du Jujutsu Kaisen, on a des moments de remise en question un peu dark, on a des moments de grosses bagarres qui tâchent, on a des moments drôles. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mangas sur les années précédentes qui étaient vraiment juste la surenchère de grosses bagarres, de, comme tu dis, des gros pouvoirs, des gros machins, et on n'est plus sur vraiment... Un des derniers mangas que j'ai beaucoup apprécié par rapport à ça, c'est Kingdom, où dans les derniers tomes, sans spoiler, il commence à se poser des questions sur le prix qu'a la guerre, parce qu'il y a des gens qui prônent vas-y on va à la guerre pour patrie, pour nation, pour fierté. Je fais ouais mais c'est facile de... Et il y a un des personnages qui pointe ça du doigt et dit c'est facile d'appeler tout le monde à la guerre, mais derrière il y a des femmes, il y a des veuves, il y a des morts, il y a des traumatisés, il y a des nations entières qui souffrent, et le fait qu'on sorte un peu du héros qui gagne sur le champ de bataille à tronçonner tout le monde limite tellement ils sont surpuissants, un héros qui se pose réellement des questions sur le coût humain que va avoir ce genre de choses, et ça c'est des sujets que j'adore, mais après c'est parce que nous aussi on grandit. Un gosse de 12 ans va graviter plus vers des histoires un peu plus simples dans leurs enjeux, mais je pense que si nous en tant qu'auteur on peut un petit peu comme un cheval de Troie, lui mettre une petite idée un peu plus complexe de moralité, d'éthique ou quoi, et qui se pose les bonnes questions, parce que moi je prétends pas avoir la science infuse, je pense que c'est à ça dont sert la narration à la base. Et justement, l'évolution de Kelly pourra peut-être justement faire évoluer, puisqu'avec le temps, le lecteur va grandir. Et d'ailleurs, c'est quoi à peu près la moyenne d'âge des gens qui te lisent ? Ils sont beaucoup plus jeunes que ceux que je croisais avant en auto-édition, parce que c'est une autre démarche. L'auto-édition, ça a attiré des gens qui ont un pouvoir financier autonome, on va dire, indépendant, et qui, souvent, c'était les parents qui achetaient pour leurs enfants. C'est toujours le cas, mais c'était aussi souvent des jeunes adultes entre 18 et 25 et 30 qui avaient l'argent pour se payer un bouquin. Ouais. Avec Red Flower et surtout avec la sélection pour le prix jeunesse, forcément, c'est tombé à 12 ans, et j'étais surpris de voir que les gens l'achetaient pour leurs gosses de 8 ans aussi. Là au moins j'aurais pas forcément recommandé parce que je savais pas, mais après, apparemment ça passe, c'est pas choquant mais voilà, j'avais pas forcément, moi je m'étais dit 10-12 ans, mais ça passe très jeune, un peu comme Kirikou justement. Il y a ce côté, on va parler à une jeune enfance qui va apprendre les codes du manga, ça reste très lisible, mais on va les mettre au challenge, au défi, avec des thèmes plus complexes. C'est ça, au final, les gamins qui aujourd'hui ont, allez, on va dire, comme tu dis, 10-12 ans aujourd'hui, quand la série sera finie, ils auront 35 ans. Voilà, c'est ça. À mon rythme actuel, ouais, je pense que c'est à leurs enfants à eux qui vont lire la fin de Red Flower. On va taper sur peut-être 18 ans, ils auront peut-être non, 18 ans. Allez, non, dans 3 ans, il faut que j'ai fini là. Okay, non, parce que là, j'ai fait 2 tomes. J'essaye de faire un tome par an de plus. Allez, je dis 3 ans quand même. On va essayer de faire ça. 3-4 ans maximum. Des grands ados, on va dire. Ouais, voilà. Du coup, justement, ils auront peut-être grandi aussi avec le personnage, donc tu pourras faire évoluer ton histoire. C'est ça. Okay, c'est cool. Et du coup, la suite, avant qu'on passe à la partie spoiler, qu'est-ce que, justement, ton projet, il est prévu pour 5 tomes. Et est-ce que tu sais, je suis sûr que oui, est-ce que tu sais déjà sur quoi tu partirais après, en gros? Comme tu dis, c'est un pied à l'étrier pour partir sur un projet encore plus ambitieux. J'ai trop d'idées dont je ne peux pas forcément parler, mais je sais qu'il y a plein de sujets qui m'intéressent. Quand j'étais gosse, j'étais obsédé par les IA. Okay. Et j'avais prédit, non pas forcément la SF, les IA et les enjeux éthiques des IA pour l'humanité en fait. J'adorais cette idée-là. Et j'avais prédit du haut de mes 10 ans que la singularité allait arriver en 2035. Moi je m'étais dit 2035. Voilà, t'es fini là. Et voilà, et en fait 10 ans trop tôt, et je suis dégoûté parce que j'avais un scénario qui reprenait justement l'arrivée de l'IA et tout. Je l'aurais sorti il y a 3 ans, j'aurais été visionnaire. Ouais. Aujourd'hui les gens vont me dire bah ouais. Ouais. Okay. Et donc j'ai trop d'idées, j'ai trop de scénarios en lien avec l'IA et
la question de qu'est-ce que l'humain, quel est le génie humain, d'où vient l'inspiration, qu'est-ce que l'intelligence et tout, et dans le manga, ça, c'est des thèmes que je pourrais traiter trop bien, et qui me sortiraient un petit peu de mes codes graphiques, et j'irais vers autre chose, et je pense que même je bosserai avec quelqu'un d'autre là-dessus, parce que graphiquement, j'ai pas envie de passer du temps à faire des dessins trop réalistes, je préfère écrire, là pour le coup. Storyboarder peut-être juste. Je peux storyboarder parce que la narration est hyper importante pour moi, donc là j'aurai forcément la main dessus. Mais je pense pas de dessiner ma prochaine série. Ok. Après, il y en a de plus en plus qui font des collabs. Par exemple, tout à l'heure, on parlait en off de Renaud Le Maire. Ouais. Moi, je suis un énorme fan depuis la sortie du tome 1. J'étais là Day le premier jour. Day one. Ah ouais, vraiment. Et bon, après, c'est parce qu'il y a le côté Montpellier aussi, donc ouais, voilà. c'était ma ville, donc voilà. Mais là, par exemple, j'ai vu qu'il maintenant, pareil, s'était associé avec quelqu'un pour faire un nouveau. FreeQuest avec Neo. Voilà. Et du coup, c'est cool parce que ça permet de continuer à écrire. Parce que quand on est coincé dans une œuvre, on peut se sentir justement coincé. J'ai envie de raconter ça, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Et là, ça permet effectivement d'élargir. C'est un peu pour ça aussi que je fais des histoires courtes, parce que je regarde de loin, moi, je regarde beaucoup pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, et je me dis que les auteurs comme Renaud, que ça fait 20 ans qu'ils sont sur leur projet, je me dis, mais est-ce qu'il a pas envie de faire autre chose aussi? Et pardon. Allez, Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Ouais. Mais je me dis, il doit avoir d'autres envies, et moi, j'aurais trop peur de m'engager sur un projet qui me prendrait 30 ans et de me dire qu'au rythme que c'est de faire un manga, de me dire que non, pendant 30 ans, pour respecter le lecteur aussi, on peut pas. Parce que regarde, Vagabond, moi j'attends la fin de Vagabond, mais il est en train de faire autre chose, je le prends trop mal, tu vois. Et donc vis-à-vis de mes lecteurs, je me sens vraiment redevable, et donc je ne peux pas m'engager sur un truc comme ça. Et donc je fais une histoire en 5 tomes parce que je sais que c'est faisable, et je verrai comment je me sens après 5 tomes pour voir si ma prochaine série elle fait 5 ou 6 ou 3, peut-être que je me dirais que 5 c'est trop. Donc j'ai plein d'histoires, tu vois ce tiroir là. Il y a plein de post-it et j'ai pas le droit de l'ouvrir. C'est toutes mes idées pour la suite. Donc après Red Flower, je l'ouvrirai, je regarderai qu'est-ce que j'ai noté il y a 2 ans. Ça se trouve 50% c'est catastrophique. Voilà. Et je verrai sur quoi je vais partir, mais il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées et sur l'IA, sur du post-apo, sur plein de trucs. Ok. Du coup, j'en arrive au spoiler. Je vais vous mettre au montage vite fait un petit timecode si jamais vous voulez pas vraiment avoir cette partie-là. Si vous n'avez pas encore lu le premier tome, ce qui n'est pas normal, il l'a déjà dit, c'est pas normal. Ce serait même vexant. Du coup, sur la dernière page, effectivement, donc Kelly a vécu ses quelques péripéties, notamment une déception. Ouais, grosse déception. Boum, d'un coup, de sortie de nulle part, je crois que c'est sur une plage, hein, c'est ça. Il découvre, on va aller quand même voir pour avoir le petit. On va regarder le visuel là. Voilà, il tombe sur donc quelque chose, lui attrape le pied, dinguerie, il a peur, et sur quoi on tombe? Une jolie blonde, enfin un peu abîmée la blonde, mais elle a l'air assez sympa. Avec carrément, on est sur du bras robotique, donc on est sur. On découvre évidemment que ce petit monde que tu nous avais présenté a l'air du coup bien plus grand. Il n'est pas si petit que ça au final. C'est ça. Ouais. Et donc on a vraiment, j'ai vraiment ressenti cette vibe de, on est sur une petite bulle de presque pour faire un parallèle cinéma Avatar. Oui, James Cameron, la voilà. nature, la paix, le développement personnel, la communion avec la nature, les autres espèces, et d'un coup, boum, la technologie débarque. Voilà. Je voulais choquer le lecteur. Non, je rigole. Je me suis trompé là, je bossais sur une autre série, il y a une page qui s'est glissée dedans qui change de thème, voilà, et puis maintenant j'assume. Zut, c'était pas le même manga et maintenant j'ai dû changer le scénar. Non. C'était voulu de le faire comme ça parce que je voulais que mon lecteur soit à l'aise dans l'univers comme l'est mon personnage. En fait, je me dis que le meilleur outil narratif pour moi, c'est quand le lecteur vit ce que vit le personnage et donc imagine sa surprise. Quand tu te dis ok, je suis dans un univers avec des arts martiaux, on est en Afrique, il y a la jungle et tout, et là bam, je pense que les lecteurs ont été aussi choqués que Kelly de voir une étrangère sur l'île, mais après quand ils pensent logiquement, on est sur une île qui te dit qu'il n'y a pas une autre civilisation ailleurs. Et donc là on aborde un petit peu le thème que moi je veux aborder qui m'est très très proche en termes de vie personnelle, c'est le choc des cultures. Je suis métisse. Mon père est ghanéen, ma mère est française. J'ai vécu toute ma vie à cheval entre deux cultures. J'étais un étranger au Ghana parce que métissé, donc beaucoup plus blanc.
Et comme au Ghana, ils ne connaissent pas le métissage, bah, j'étais blanc et donc un étranger. C'est vraiment quelque chose de rare. Ah ouais, non, ils connaissent pas le métissage. Voilà. Mais discriminé, je dirais pas jusque-là. Il y avait une mise à part et voilà. Okay. Bah, j'étais considéré comme blanc avec tous les stéréotypes qui vont avec, les séquelles de la colonisation. On me balançait plein de trucs à la gueule que moi, j'avais pas forcément la sensation d'être responsable. Et je rentre en France et là je suis métis et donc du coup pas blanc. Ouais. Et le choc des cultures, d'avoir grandi dans un monde en Afrique avec tous ces codes, toutes ces valeurs, toutes ces notions de transmission du savoir, de respect des âgés, des anciens, de masculinité, de rapport entre les sexes, l'homme, la femme, les riches, les pauvres. Il y a plein de dynamiques qui sont pas les mêmes qu'en Occident. Je débarque en France en 2015, ma mère avait essayé de me prévenir, moi jeune garçon, j'avais pas écouté. Et j'ai été choqué de plein de choses, voilà. Au niveau de, culturellement, au niveau des rapports, je disais, je débarque en France en 2015 et je découvre des codes culturels qui sont différents des miens, au niveau du rapport aux autres, au niveau de... Et puis en plus, j'ai grandi dans une école américaine, donc mes codes sont américains, j'ai grandi anglophone, voilà, le français c'est un peu ma langue secondaire, même si c'est ma langue maternelle. C'est anglais, c'est anglophone au Ghana, ouais. Okay. Et donc, ce choc des cultures au niveau des valeurs et tout, moi je le vis vraiment quotidiennement depuis mon enfance. Donc c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie de parler. Et qui sont un petit peu en phase avec les discours qu'on va avoir aujourd'hui. Il y a des discours très difficiles, géopolitiques, au niveau de l'immigration, pour des raisons environnementales, pour des raisons géopolitiques de guerre, pour des raisons de colonisation. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc le choc des cultures, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et voilà, Kelly découvre quelqu'un qui ne lui ressemble pas. Qui, je suis sûr, du coup, en termes de caractère, ça va être un choc. Voilà. Je pense que le choix déjà de prendre une fille, une femme, je sais pas l'âge qu'elle a, on a encore un peu du mal à... Je pense qu'elle est un peu plus vieille que... Elle est plus âgée, je la mettrais entre 25 et 30 ans. Ok. Ouais. Donc elle est plus âgée, c'est une jeune femme, adulte. Et du coup, forcément, en plus, elle a un bras qui laisse sous-entendre qu'elle est pas boulangère. Voilà. Non. On sent clairement qu'il va y avoir un véritable choc des cultures. C'est ça. Choc des civilisations. Ouais. Et avec ce sujet-là, j'ai envie que le monde de Kelly s'élargisse et qu'il puisse confronter les enseignements de son peuple à ce qu'il va découvrir par rapport au monde extérieur et certaines choses traditionnelles. Est-ce que le peuple Baoré était en guerre avant? Est-ce qu'il y a un monde plus large? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils sont cloîtrés sur leur île? Donc Kelly va découvrir tout ça et ça va l'amener à... Parce que du coup, à la fin du tome 1, il n'a plus le droit de pratiquer les arts martiaux. Donc le but principal de sa vie en tant que jeune garçon jusqu'à ce moment-là lui a été enlevé par son père. Il dit non, t'as plus droit à ça, t'as été irresponsable, t'as pas mérité en fait de pratiquer cet art. C'est hard d'ailleurs comme punition. Ouais. C'est un enfant comme. Et pour l'anecdote, c'est pas moi qui l'ai écrit cette punition, c'est le personnage qui l'a dit tout seul. J'étais en train d'écrire les dialogues, j'étais en train de storyboarder les dernières pages. Et là, le roi, quand j'écrivais cette scène, naturellement, c'est sorti de sa bouche comme ça. Le roi, il a dit, et je t'interdis pour le reste de ta vie. Et même moi, j'étais sidéré. J'ai fait, comment ça? D'où tu sais? J'étais aussi choqué qu'Ellie. Je me le reste de sa vie? Et là, je fais merde, parce que le reste du scénar, ça va être chaud là. Parce que du coup, j'avais pas prévu ça à la base. Après, est-ce que c'est une décision qui est irrévocable même pour lui? Ah, c'est irrévocable. Sur sa décision, non, le Osei le droit à parler. Et il ne change pas d'avis. Et là, je me suis retrouvé bloqué scénaristiquement, mais j'ai refusé de trahir le personnage. Pour moi, c'était important parce que non, Osei a dit son fils n'aurait plus le droit de pratiquer. Donc là, c'est à moi de trouver en fait comment me sortir de cette situation parce que Kelly maintenant, il n'a plus le droit de faire les arts martiaux. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'au final, ça reste cohérent parce que du coup, il a perdu le but de sa vie, on va dire. Il va devoir, comme on a tous fait, un jour, on a eu une déception au niveau du boulot, on voulait un taf, on n'a pas eu l'opportunité, une déception amoureuse, un déplacement, un déménagement. On a tous eu à se réinventer, se reconstruire. Et je pense que ça, les gens l'ont vraiment vécu avec Kelly. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et du coup, dans le tome 2, je veux traiter de ça. Il va chercher un petit peu où mettre ses énergies. Kelly, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Après, il a l'air curieux aussi, donc il est très curieux, ouais. C'est ça. Qui aura forcément une culture différente, peut-être même. Moi, je me suis même vu à imaginer qu'elle aurait peut-être même des infos sur son histoire à lui, sur son peuple,
parce que un peu à la, après c'est parce que le coup de l'île, moi j'ai forcément pensé à SNK avec eux qui sont sur l'île et qui connaissent pas. Ah oui, alors non, et au courant que cette île existe. Pas de titan, vous inquiétez pas. Et en gros peut-être qu'elle était au courant qu'il y avait une île avec des gens qu'il fallait peut-être pas les déranger, peut-être qu'ils sont au courant qu'il faut pas y aller, peut-être que, enfin voilà, pour moi il y a du lore à construire. Mais disons que oui, le lore pour moi, l'île, le monde est plus vaste que juste l'île. Et en quoi est-ce que le fait d'être isolé sur une île, ça peut forger des traditions en mode nous on fait comme ça, nous on est séculaire, nous machin. Et dans la construction de sa moralité et de sa vision du monde, Kelly va être confrontée à un point de vue extérieur. Et ça, je trouve ça hyper intéressant au niveau de cet intrus. Surtout qu'en plus, il y a des chances qu'elle ait des valeurs qui soient peut-être plus proches des nôtres. Donc au final, Kelly, en apprenant les valeurs de son peuple à ce personnage, au final, c'est à nous qui va les apprendre, les expliquer. Ouais, il y aura beaucoup de discussions sur les valeurs, en effet. Et il risque même de remettre beaucoup en question les siennes, du coup, celles de son peuple, du coup. Surtout, déjà avec son père, il va y avoir du conflit forcément. Sans spoiler le 2, mais clairement, on va parler beaucoup de valeurs humaines, de construction. Comment est-ce que les valeurs construisent les sociétés et comment est-ce que ça influence nos décisions, nos décisions individuelles au quotidien. Voilà, ça va être le thème du tome 2 et de la suite. Ok, top. Eh ben, je crois qu'on est à peu près bon. Je sais plus, j'avais... Donc le spoil, on n'aura pas de spoil. Pas de spoil, non. Après ça va, vous aurez... Au mieux, vous aurez 3 jours à attendre. Donc ça devrait aller. Au pire, vous relisez, vous faites le premier tome, vous faites votre commande où vous allez voir le libraire pour le commander et vous êtes bon. Ceux qui m'attendent depuis l'année dernière, là, qui en peuvent plus, là. Pour finir justement sur ce côté, pas spoiler, mais voilà, est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire du forcing en mode oh, c'est qui, dis-moi un truc. Non, c'est gentil, ça reste gentil. Il y en a plein qui me posent la question, mais moi après, je suis assez à l'aise de dire non. J'ai pas à vous dire la suite, surtout qu'on n'est jamais à l'abri que ça fuite. Non, même chez Glénat, ils n'ont pas l'histoire. Okay. Le seul qui sait l'histoire, c'est mon éditeur avec qui je bosse au quotidien. Même ceux qui bossent sur la maquette, ceux qui donc ont vu le tome depuis 6 mois, qu'on bosse sur la maquette et tout, même ceux qui font les corrections orthographiques, ne savent pas qu'est-ce qui se passe et donc ils corrigent des trucs. Donc là, Benoît, mon éditeur, qui me dit ouais, ils sont comme des dingues sur la dernière page. Encore. Okay. J'instaure un schéma. Non, même chez Glénat, ils ne savent pas où va la suite et la seule autre personne, donc je le dis peut-être pas pour pas qu'il se fasse harceler, mais c'est Max en fait à qui je parle de mon histoire. C'est le seul à savoir qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite. Quelqu'un avec qui voilà, parce que je suis pas infaillible. Échange d'idées. Mon cerveau il va dans tous les sens, donc j'ai tendance à des fois oublier que j'avais prévu un truc ou même j'oublie des fois qu'il y a des incohérences parce que moi je connais mon histoire, donc des fois je sais pourquoi les personnages font des trucs et pas vous en fait. Donc voilà, il y a 3 personnes au monde qui savent où va cette histoire. Et c'est mieux comme ça, parce que mon plus grand plaisir à moi, je suis pas très fan de dessin, il y a beaucoup de gens que ça choque quand je le dis, j'aime pas dessiner, c'est pas ma passion, moi j'aime écrire, pour raconter ton histoire. Voilà, c'est un moyen, c'est un outil professionnel, je le fais aujourd'hui, voilà, ma passion c'est l'histoire et la réaction du lecteur en face. Quand on me raconte les histoires, les gens viennent me raconter leurs histoires, ça m'inspire. Quand ils me disent qu'est-ce qu'ils ont pensé de mon histoire, il n'y a pas de plus grand plaisir pour moi que de voir quelqu'un en face qui me dit j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai été choqué. Créer de l'émotion chez quelqu'un d'autre, je trouve ça quelque chose de très puissant et c'est pour moi le plus grand privilège de ce métier et le plus grand plaisir. C'est mon amusement. Là, je ricane intérieurement de savoir tout ce que je vous prévois pour la suite. Et je dis mais ils sont pas prêts et même le tome 3 j'ai trop hâte de bosser dessus parce que je sais ce que je vous prépare et juste de m'imaginer les gens chez eux en train de dire mais non ou voilà. Ça c'est mon plus grand plaisir en fait et c'est pour ça que je continue à faire ça. C'est vraiment au final une âme de conteur en fait. Voilà, c'est ça. On raconte l'histoire là à l'époque devant les gens et on les voyait réagir en direct. Et c'est ça que j'ai vécu en Afrique. Moi j'étais assis par terre avec les autres enfants, il y avait la grand-mère ou l'aîné ou le jeune qui s'occupait de nous qui nous racontait une histoire, on était tous là, oh mon Dieu. Et les histoires sont interactives au Ghana. Le conteur, le griot, il va commencer son histoire avec un appel. Il va dire Once upon a time et les spectateurs vont dire time. Et donc il y a un appel, il y a un côté chantant, il y a un côté rythmique où on va être amené à répondre, à faire des appels, voilà. Et du coup, ce côté participatif des histoires, je l'adore et j'ai beaucoup raconté des fois devant des gens pour voir leur réaction, pour voir si je pouvais solliciter un rire ou une respiration, un truc comme ça, parce que c'est vraiment là où je me dis ok, mon histoire elle touche les gens et on n'est pas juste en mode ah ouais genre. Oui, c'est pas genre je me dépêche d'avancer pour avoir la prochaine série. C'est ça. C'est vraiment cool. C'est ça.
Donc au final, c'est ça, on aura vraiment Donc, faire un conteur, un raconteur. Je suis conteur plus que mangaka, c'est pas le terme qui me convient le plus. Je suis conteur, je suis amoureux des fables, je suis amoureux des contes, des légendes et des histoires. J'adore les histoires avec comme si je les personnifiais en fait. Les histoires pour moi sont des choses précieuses. Voilà, elles sont par ton intermédiaire presque. On est presque sur de la. Et je suis vecteur d'histoire et je suis le catalyste par lesquels elles peuvent exister. Et ça, je le vis avec beaucoup de respect et beaucoup d'appréciation parce que je trouve que c'est un métier précieux. C'est une responsabilité aussi, c'est pour ça que du coup je fais très attention à ce que je raconte et comment je le raconte parce que je veux traiter les thèmes avec beaucoup de respect. Des fois je suis déçu quand je lis quelque chose qui revendique quelque chose et le thème est traité de manière soit moralisatrice, tu vois, où j'ai l'impression qu'on me toi, si t'es pas d'accord avec moi, t'es con. Genre, j'ai déjà lu des œuvres comme ça et je me dis ça, c'est trop dommage parce qu'on peut avoir des avis, on peut avoir des opinions, mais le respect du lecteur, c'est important de voilà. Confronter en fait les opinions, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on grandit. La preuve, ils sont restés sur leur île pendant on sait pas combien de temps et ils n'ont pas évolué forcément. Et on peut en parler en interne, mais pas par rapport au reste du monde. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. C'est pas on en parle souvent quand on parle du Japon. C'est des îles, pareil, ils ont vécu un peu dans leur coin pendant très très longtemps. Avec beaucoup de xénophobie aussi. Quand je suis allé au Japon, moi je me sentais vraiment observé, tu vois. Et donc il faut parler de choses, mais il faut avoir le respect du lecteur, il faut avoir le respect des idées aussi et des histoires. Et donc ne pas penser que les histoires c'est juste quelque chose qui nous appartient pour véhiculer nos opinions. Les histoires ça existe depuis des milliers d'années, c'est quelque chose qui accompagne l'humanité depuis le début des temps. C'est comme ça qu'on transmet le savoir, c'est comme ça qu'on transmet les traditions, la moralité. Quand on raconte un conte aux enfants, c'est pour leur apprendre comment se comporter. Et donc moi c'est comme ça que j'aborde le récit. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'appréciation pour des histoires organiques et autres. Ouais, tu vois, c'est une partie de toi au final que je connaissais pas tant que ça. On a tendance plutôt, quand on se voit, à parler plutôt de tes dessins de bon, ça en est où là parce qu'on a. C'est vrai que, du coup, je découvre une part de toi au final qui est vraiment intéressante parce qu'effectivement, raconter une histoire, c'est presque une mission. Oui, c'est une mission. C'est clairement une mission pour moi. C'est quelque chose qui. J'ai grandi croyant, ma famille est croyante et donc j'ai cette vision du monde. Mais c'est quelque chose qui m'a été donné, quelque chose que je reçois et quelque chose dont je m'efforce d'être à la hauteur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ma mission. Okay. Sur ces belles paroles, on va presque terminer. Juste, si jamais demain tu devais collaborer avec un autre artiste, mangaka, auteur, un dessinateur, peu importe, ce serait qui ? Francophone ou pas, si tu devais faire une collab avec un artiste où t'aimes bien le style, ou justement t'aimerais que ton style se confronte au sien, on a souvent des collabs comme ça. Ouais, j'avoue. Il y en a tellement parce qu'en fait chaque histoire pour moi fait appel à quelqu'un en particulier. Tu vois, il y a des histoires qui pour de la SF je ferai pas appel au gars de Fairy Tail pour de la SF parce que voilà. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais pas forcément sur un projet. Imaginons si demain on te propose de faire un chapitre d'un manga japonais ou imaginons, tu vois, ce serait qui, ce serait quoi, ce serait avec quel mangaka que tu aimerais collaborer Je sais pas. Parce que si je devais collaborer, ce serait moi au scénario. Parce que je pourrais pas dessiner pour quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas. Je pourrais pas dessiner autre chose que mes histoires. Je serais au scénario mais les Japonais ils sont tous trop forts. C'est un peu cliché, mais Murata, c'est un dieu du dessin. Murata, c'est incroyable. Je comprends, je comprends totalement l'attrait que. Surtout que lui, il raconte pour le coup. Son dessin raconte quelque chose en lui-même déjà de base. Juste tu regardes mais tu connais pas son univers, tu regardes comme tu disais une double page par exemple, ça raconte un truc, c'est un tableau presque. Donc effectivement il a une efficacité monstrueuse, il a une façon de rendre les choses les plus banales mais badass et tu te dis waouh, ça c'est de la mise en scène et ça claque et après par contre les scénarios de One sont incroyables. Je tiens à le souligner. One, l'auteur de récemment Versus, mais aussi One Punch Man, Mob Psycho. En termes de narration, je pense que c'est le gars qui m'impressionne le plus parce que la diversité de ses récits et ça reste mais puissant. One, il est hyper impressionnant. Donc voilà, je dessinerai pas pour lui, mais si je devais collaborer, tu vois, juste ne serait-ce que pour apprendre de la part des Japonais qui quand même maîtrisent leur art comme c'est pas permis. Et je te le dis comme ça. Mais j'ai eu le privilège de rencontrer monsieur Michel Oslo récemment pour tourner un podcast avec lui où on a longuement parlé, c'est un peu métal à parler d'un podcast dans un podcast, mais on a longuement parlé de Kirikou et de Red Flower, des thèmes qu'il y avait
en commun, des trames narratives en commun, de ce côté conte initiatique, de ce côté l'Afrique dans les médias visuels, Kirikou le dessin animé. Et je pense que si je voudrais collaborer, la seule personne pour qui je pourrais dessiner, ce serait peut-être Michel Oslo, si jamais un jour il voulait faire du manga. Ça pourrait être drôle, ouais, ça pourrait être. Ok. Voilà. Ok. Et du coup là rien à voir, mais pour les abonnés qui sont plus habitués au cinéma ou aux séries plutôt qu'au manga et qui sont restés jusqu'au bout, déjà merci. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup. Hein. Non, mais je pense que c'était aussi ce que les gens qui ont cliqué voulaient voir, avoir peut-être un autre aperçu de ton travail pour ceux qui te connaissaient déjà. Mais donc, est-ce que tu pourrais me dire peut-être une ou deux séries ou un ou deux films que tu aurais vu cette année qui t'auraient marqué? Je sais pas si cette année c'est un peu restrictif, je t'avoue, parce que cette année j'ai pas eu le temps. Officiellement, je suis obligé de dire que j'ai pas eu le temps de regarder des films. Okay. Non mais cette année. Voilà. Qui viennent de passer. Et B justement. Alors attention, parce que je suis. Alors forcément la saison 2 de Arcane était incroyable, que ce soit graphiquement ou narrativement. J'ai découvert Akane Banashi, qui a été une vraie révélation pour moi. J'ai beaucoup aimé Akane Banashi. En termes de film, qu'est-ce que j'ai regardé récemment qui pourrait être intéressant? Pas forcément récemment, mais genre par exemple le dernier film qui t'a... Waouh, tu t'es dit, enfin un film... Avatar, de James Cameron, le 2, là, tant attendu, qu'on a attendu 13 ans. Ouais. Donc au final, le tome 2 de Red Flower, ça va, j'ai été... non, Avatar, c'est vraiment un truc qui me touche parce que ses thématiques, son world building, l'univers qu'il nous crée visuellement, mais le gars, c'est un génie. Et ouais, il y a des gens qui ont dit qu'il était un peu trop lent et tout, au niveau du rythme du film, mais moi j'ai trouvé que ça avait son sens et j'ai adoré ce film. Il m'a vraiment beaucoup touché. Donc, et ça se ressent dans mon œuvre. Il y a même des moments où je me suis dit zut, parce qu'il y a des trucs que j'avais prévus. Parce que Avatar c'est sorti il y a tellement longtemps que voilà, moi j'avais prévu des trucs dans Red Flower pour ceux qui veulent regarder Avatar, où je me suis dit zut, c'est fait du coup. Oui, voilà, mais bon, ça m'a embêté. Ça m'a embêté parce que je voulais le faire et voilà, mais Avatar, ouais. Ok, ouais. Mais je suis assez d'accord, je suis pas de ceux qui ont critiqué vraiment le film, j'ai très hâte, donc si tout va bien. Oh, et la série sur le pingouin. Si je peux parler de ça, elle était vraiment puissante au niveau de comment est-ce que tu écris un personnage complexe, mais vraiment, vraiment organique et vraiment sincère et alors une masterclass d'écriture, une masterclass de mise en scène, une masterclass d'évolution de personnage, de l'écriture de sa psychologie. Alors je le recommande sans réserve. Allez-y la voir, la série sur le pingouin. Parce qu'en fait, je suis pas très client de l'univers Batman. Ah non, mais même si tu ne l'es pas, elle est... Et du coup, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais aimer si je suis pas vraiment client de l'univers? Vas-y, les yeux fermés. Ok. Ouais. Recommandation. Ouais. Ok. Eh ben merci. Merci à toi. Je sais pas si tu as peut-être un dernier mot à... Bah oui, le 22, sortie du tome 2 de Red Flower, donc je te filerai un petit visuel à mettre, mais voilà, ça fait longtemps qu'on l'attendait, donc merci à tous ceux qui ont été patients avec moi, qui suis en pleine croissance en tant qu'auteur, hein, donc voilà, je voulais être plus rapide, je l'ai pas été. On va voir comment on fait pour la suite, mais c'est ça, moi je viens de l'auto-édition, je viens de ces projets communautaires où les gens ont créé avec l'auteur. Donc merci d'être patient avec moi, merci de me soutenir, ça fait plaisir, merci à tous ceux qui découvrent Red Flower Stories et merci à tous ceux qui attendent mes autres projets, hein, parce qu'il y en a d'autres sur le feu. Mais ça va être une belle année 2025 et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Okay. Et très rapidement, tu seras où là du coup quand à peu près t'as Paris, tu m'as dit, c'est ça? Je serai sur Toulouse le 22 pour la sortie du tome et je serai ensuite à Paris le 24 et le 25 pour un petit lancement en plus sur Paris et ensuite j'enchaîne avec Angoulême, les 4 jours de fou furieux. Donc les gens peuvent venir te voir. Les gens peuvent venir me voir, toper leur dédicace. Belle petite dédicace sur le tome 2. Me dire à quel point ils ont été choqués par la dernière page. À chaque fois on va devoir attendre voilà, je serai sous une vitre par balle. Moi je vais dédicacer comme ça maintenant. Là. Ah ouais, t'as vraiment des gens qui... Non. Mal, mais en mode, t'es sérieux? Non, j'ai parlé à des milliers de personnes et il y a une personne qui m'a dit je suis un peu déçu que ça parte là-dessus. Il a droit, il voulait que ça reste sur l'Afrique et tout, je fais ouais. Il y a plein de gens qui m'ont dit trop bien, on a trop envie de savoir où est-ce que tu vas.
Donc non, j'ai aucun doute que ça va vous plaire et j'ai hâte que tout le monde puisse découvrir ça parce que moi aussi ça fait 1 an et demi que je bosse sur un truc dont je peux pas parler, c'est extrêmement frustrant pour moi, donc ça va être un gros soulagement aussi pour moi de finalement avoir ce tome dans la nature, quoi. Ok, bah écoute, merci Merci pour toi, ton Tiff. temps, merci d'avoir répondu à mes questions. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, tout ça. Voilà. Dites-nous justement si vous avez découvert peut-être le travail de Louis dans cette vidéo, si vous avez déjà lu peut-être juste le premier tome de chez Glénat, si vous avez lu les stories. C'est ça. Voilà, comment vous avez rencontré Louis, probablement en convention. Hein. Sûrement en convention, ouais. Voilà. Et du coup, merci et à bientôt. Allez. Bye.